Et bonsoir, bonsoir sur Parole d'honneur. On est ensemble ce soir pour la perm. La perm, on va parler de l'actualité de la semaine. Et quelle semaine, hein? Quelle semaine, puisque il y a eu. C'est pas 10 jours qui ébranlent le monde, mais c'est une semaine qui vraiment ébranle le monde. Et ouais, il y a eu cet accord de cessez-le-feu dont on va parler une bonne partie de la soirée. Ensuite, on parlera du PS, de l'investiture de Trump, de pas mal de sujets, mais on va quand même consacrer une bonne partie à ce cessez-le-feu qui arrive après 15 mois. 15 mois. Génocide, simplement. Enfin, encore un génocide toujours en cours. Voilà, et on se joint bien sûr au soulagement et à la joie des Palestiniens en ce moment extrêmement important. Et il y a quand même des questionnements qui sont là, des inquiétudes. On va pouvoir aussi analyser tout ça avec nos invités déjà, qui sont là. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Sarah Grira, toi tu es journaliste. Oui. Et tu es la rédactrice en chef de Orient 21. Tout à fait. Tu veux parler un petit peu d'Orient 21 pour ceux qui ne connaissent pas? Orient 21, c'est un média indépendant, en libre accès. Donc, les deux choses sont très importantes, qui publie un article long format par jour, donc 5 par semaine à peu près en français, 2 en arabe par semaine, et qui est spécialisé donc, sur les mondes arabes et musulmans. Les mondes, parce qu'ils sont plusieurs. Et voilà, et c'est un journal indépendant. Et donc nous couvrons et ça fait maintenant, on existe depuis le 1er octobre 2013. Ok. Voilà. Ouais, ça fait un moment. Excellent journal. Mais de ouf, là j'ai lu votre édito sur le cessez-le-feu, très bien. Ouais, Alain Grèche. Alain Grèche. Ouais, c'est ça. Franchement, on conseille. Et puis on a Simon Assoun avec nous aussi. Salut Simon. Bonsoir. Bon, toi t'es un habitué, hein. Voilà. Ils sont en serviette. Voilà. Je crois que tu es le porte-parole de Tzedek d'ailleurs. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le porte-parole. Hein. C'est pas beaucoup, hein. Tzedek, ouais, les juifs décoloniaux, hein. On vous Voilà, connaît. collectif juif décolonial. Nous, on est né quelques mois finalement avant le 7 octobre 2023. On est né en juin. Voilà. C'est louche. Attends, C'est vrai ça. Comme par hasard. Bizarre. tu dirais que le coïncidence. timing est américain et turc. Bon, et du coup, quand même, avant de... Bien sûr, Un peu de on pub. va parler un peu de ce qui nous fait vivre aussi. La nouvelle revue, la 3, Yazid. Exactement. La 3 intitulée Petits Blancs, Fascisme, Révolution. Bah voilà, on vous laisse le choix, hein, c'est vous qui décidez. Et donc, dedans, des articles incroyables de Statis, de Yazid Arifi, de Ouria. Voilà. Voilà, super beau en plus. Voilà. Donc là, je pense que Boumed est en train de mettre le lien dans la... je mets la pression. Mais voilà, vous pourrez trouver le lien dans toutes les descriptions de nos vidéos. Achetez-la. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Il y a 30 pages de plus que la première, elle est au même prix. Hein. Ouais. Moi, je suis allé livrer à la brèche. Ils m'ont dit, vous le vendez toujours au même prix? Genre, même le gars à qui on est censé le vendre, il me dit, bon. Ouais. Allez, augmentez-le un petit peu. Voilà. Alors que c'est des trotskistes, hein, je veux dire. C'est vrai, moi je l'ai lu, on en a pour son argent, franchement. Ouais. Voilà. Et pour nous aider aussi... Avec des graphistes, des maquettistes, etc. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. les meilleurs. On a recruté les meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. Oui, pour Et- nous aider, je disais aussi le Tipeee. Le Tipeee, Yazid, si tu Extrêmement peux important, dire un ouais. mot. C'est le meilleur, encore avec la revue, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Un petit don régulier sur Tipeee, ça nous donne la visibilité. Là, le Tipeee de ce mois-ci, il a bien marché. Là. Donc, il faut continuer. C'est ce qui va nous permettre de prévoir plein de projets pour le futur. Ouais. Et on en a beaucoup. Et on en a beaucoup. On va pas en parler tout de suite, mais on en a beaucoup. Voilà, on en a. Bon, voilà. Bah écoutez, super. On va pouvoir peut-être commencer à entrer dans le vif du sujet avec donc cet accord de cessez-le-feu. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire un mot sur cet accord en lui-même, c'est-à-dire par exemple le rôle de Trump et le rôle de Trump précisément dans cet accord-là. Pourquoi il arrive maintenant et puis les craintes aussi peut-être que peuvent avoir les gens vis-à-vis de la défiance extrême qu'ils ont vis-à-vis d'Israël, tout simplement. Peut-être quelqu'un veut commencer là-dessus. Ne soyez pas timide. Ah, j'étais sûre. Alors sur l'accord en lui-même, en fait, ce n'est pas très différent. C'est quasiment en fait l'accord qui a été présenté en mai 2024. Donc, ce n'est pas que Trump ou l'équipe de Trump a proposé quelque chose de nouveau, mais il y a eu un petit coup de pouce de Trump qui donc a, on va dire, tordu un peu le bras à Netanyahou pour lui dire bon maintenant
En quelque sorte, c'est pour... je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il avait dit bon, le jour de mon investiture, les otages israéliens, ils seront libres. Donc, il voulait quand même arriver à l'investiture ce 20 janvier avec quand même quelque chose dans les mains et pour dire, voilà, j'ai réalisé cela. Après, ce qui quand même prouve quelque chose, c'est que il aurait suffi que les Américains fassent pression sur Israël pour que ça s'arrête, en fait, tout simplement. Parce qu'on sait depuis le début que sans le pont aérien et sans les armes fournies par les États-Unis, Israël n'aurait jamais pu tenir. À un moment, on a estimé que si les États-Unis arrêtent de fournir des armes, dans la semaine, la guerre s'arrête. Oui. On ne peut pas être plus explicite que ça. Après, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de vision un peu caricaturale de Trump, c'est l'ami des Arabes. Nous, on avait publié un long article de Sylvain Sipel qui parle de ça. Et ce qui se dit, notamment en Israël, dans les cercles un peu politiques, etc., c'est qu'il y a eu... Alors, c'est pas, c'est pas sûr à 100%, mais c'est quand même une petite musique qui revient et qui n'est pas inintéressante et pas impossible à croire que Trump il y a eu un deal, vous vous retirez de Gaza et on vous laisse la Cisjordanie, sachant que depuis le 7 octobre 2023, les colons qui étaient déjà... qui bénéficiaient quand même de beaucoup d'impunité en Cisjordanie. Là, ils sont totalement en roue libre. Entre le 7 octobre 2023 et le 7 octobre 2024, en une année, on compte presque 800 morts en Cisjordanie. Et c'est principalement les colons qui les tuent. Ce n'est plus l'armée. Ce n'est plus l'armée. Parfois, c'est l'armée, mais c'est plus souvent les colons qui sont protégés par l'armée qui tuent les Palestiniens de... Oui, 800, c'est énorme, oui, alors qu'avant le 7 octobre 2023, on était à moins de 200 par an, ce qui est toujours trop, évidemment. Mais la marge dit quelque chose. Donc, il y a quand même cette évolution-là. Et puis, l'autre crainte, c'est que il faut rappeler que le cessez-le-feu se fait par phase. Donc il y a la phase 1 qui est censée durer 42 jours, ensuite la 2 et la 3. Mais quand on voit comment, peut-être qu'on y reviendra, jusqu'à la dernière minute, les Israéliens ont tout fait pour faire capoter le cessez-le-feu. Ils ont continué à tuer, c'est-à-dire que entre le moment où il y a eu l'annonce de l'accord et le moment où l'accord de cessez-le-feu était censé entrer en vigueur, il y a eu à peu près une centaine de morts. Donc entre le jeudi et dimanche matin. Entre dimanche matin 8h30, donc en fait à ce moment-là, il y a Netanyahou qui dit « Ah bah non, le Hamas n'a pas livré la liste des prisonniers, donc en fait, non, il n'y a pas cessez-le-feu. » Et donc pendant 3 heures, ils vont continuer à tirer sur les gens. Et il y aura, donc dimanche, entre 8h30 et 11h30, il va y avoir une vingtaine de morts entre Gaza, Dir el-Balah, principalement, parce qu'en fait, les gens pensaient que c'était bon, c'était cessez-le-feu, et en fait, non, en fait. Il y en a certainement qui sont... Ça, c'était jeudi soir. Et qui ensuite se sont fait tuer. Enfin, c'est une cruauté, mais inouïe. Et on sait que ça a toujours été le cas, et on l'a vu au Liban d'ailleurs. C'est que entre le moment où on annonce l'accord de cessez-le-feu et le moment où il entre en vigueur, il y a un déchaînement de fureur, de sang israélien. On l'a déjà vu par le passé, on sait comment ça se passe en fait. Ils sont vraiment... ils veulent tuer jusqu'à la dernière seconde en fait. Donc... Ajoutant à ça qu'on ne sait pas trop, là il y a des gens qui, par exemple, dans le sud de Dir el-Balah, ils essayent de rentrer chez eux à Rafah qui a été occupée depuis mai dernier. Ils ne savent pas encore comment l'armée israélienne va être redéployée. On ne sait pas encore jusqu'où va aller la zone tampon qui est autour de l'axe de Philadelphie. Donc tout ça, c'est quand même assez flou. On n'est pas... voilà. Et puis, et je termine là-dessus, c'est... Évidemment que c'est un soulagement, le soulagement qu'il n'y ait plus on ne compte plus les morts, les tués en fait tous les jours. Après, c'est notre correspondant, l'ami Abou Jamous, qui disait ça il y a quelques jours. Il disait en fait notre rêve, c'est de rentrer dans un cauchemar, dans un cauchemar créé par Israël. Leur rêve, en fait, une fois qu'il y aura le cessez-le-feu, c'est d'aller chercher leurs morts sous les décombres, d'aller enterrer leurs morts, En fait, c'est ça leur rêve. Ce n'est pas. En fait, ils vont pas faire la fête. Ils vont aller là
En 3 heures, je crois, entre 5 heures et jusqu'à la tombée, en gros l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit, dimanche après-midi, les gens en fait, ils ont passé des heures à juste essayer de déblayer pour retrouver des corps en fait de leurs proches. Ouais. Simon. Ouais. Non, mais d'ailleurs, sur la Cisjordanie, je me permets de renvoyer à un article publié aujourd'hui, du coup, sur Orient 21 par Jean Stern, qui revient sur la brutalité des colons et qui dénombrait, je crois, en moyenne 5 attaques par jour des colons israéliens contre des civils palestiniens, avec des agressions, parfois des mises à mort, etc. Avec des boucles sur Telegram, ouais. Où en fait il partage des photos, des adresses de Palestiniens et il s'auto-proclame des chasseurs de nazis. Ouais. Et à ce compte-là, on peut aussi rappeler les déclarations récentes du ministre de la Défense israélien, M. Katz, qui a annoncé, en réaction à la libération de prisonniers et personnes retenues palestiniennes dans les prisons israéliennes, l'annulation de mesures administratives et de poursuites à l'encontre de colons. Et il précisait même que ce geste était un appui clair à la colonisation qui est perçu par ce monsieur comme la pointe avancée de la lutte contre le terrorisme. Donc ça donne quand même une idée de l'état d'esprit un petit peu général qu'il y a non seulement déjà au sein du gouvernement israélien, mais j'y reviendrai un peu plus tard, au niveau de la société civile palestinienne. Maintenant, je trouve que c'est effectivement très important de rappeler que cet accord, il est quasi identique à l'accord de mai 2024. Ce qui veut dire que cet accord aurait pu être signé bien avant. Et ça jette quand même une lumière, un regard un peu nouveau sur quels sont les objectifs opérationnels de cette guerre qui est menée par l'État israélien, qui met en avant pour le public occidental la question de la libération des otages, mais qui n'a pas cessé effectivement de répéter que l'objectif principal était l'éradication, ce terme était sorti, la destruction du Hamas, et on peut même aller plus loin parce que Netanyahou, il y a quelques mois, avait également dit qu'il n'était pas question, il répondait à son ancien ministre de la Défense, qu'il n'était pas question de virer le Hamastan, donc ce sont ces mots évidemment, pour le remplacer par un Fatastan. Donc on n'est même plus dans la question du Hamas qui est souvent mis en épouvantail et qui est mis en avant notamment dans les médias de nos pays en Occident, mais on a bien une question de souveraineté et ça va bien au-delà de la question du Hamas. Le deuxième éclairage que ça donne, effectivement, mais tu l'as rappelé Sarah, c'est quand même les liens de dépendance qui existent entre l'État israélien et les Américains. Donc cet État-là qui ne cesse de se présenter comme une nation indépendante, etc., en fait se retrouve quand même bien obligé de suivre ce que le parrain américain décide pour cet État. Et effectivement, cet État ne pourrait pas tenir ce rapport de force dans la région sans l'aide occidentale. Et la première de cette aide-là est évidemment l'aide américaine. Moi, je rejoins encore une fois Sarah sur le fait que malgré tout, c'est un soulagement. On parle quand même d'une guerre qui s'est concrétisée par le massacre de dizaines de milliers de civils palestiniens, par la destruction systématique de l'ensemble des infrastructures civiles, les hôpitaux, les écoles, les axes de logistique, etc. Et donc une campagne, l'installation d'une famine qui n'a rien de naturel, donc une campagne qui dans ses effets est une campagne à dimension génocidaire. Et donc soulagement, mais il y a quand même toute une série de questions qui restent sans réponse, auxquelles le cessez-le-feu ne répond pas, et un ensemble de signes, et notamment les déclarations de plusieurs dirigeants israéliens qui sont quand même source de grande inquiétude. Je ne sais pas si je vais peut-être pas tout dire dans ma première intervention pour pas faire un tunnel, mais Netanyahou quand même, qui s'est empressé de promettre que ce n'était pas la fin de la guerre, et que cet accord de cessez-le-feu, lui il l'a qualifié, il a dit c'est une pause stratégique, et il l'a opposé à la conclusion de la guerre. Donc il a dit c'est une pause stratégique et certainement pas la conclusion d'une guerre. Il a ouvert la voie déjà dans ses propos à une présence israélienne dans le corridor de Netzarim, dans le corridor de Philadelphia, et à un retour de l'armée israélienne sur Gaza. La deuxième chose, c'est que Smotrich, donc son ministre des Finances, lui a promis quoi ? Il a promis que la guerre continuerait en Cisjordanie. Effectivement, moi je pense que la question principale, et c'est un de mes principaux points d'inquiétude, ça va être la Cisjordanie. La présence militaire israélienne a été considérablement renforcée, les colons ont été libérés, donc des colons qui
par même la justice israélienne, avaient été quand même arrêtés suite à des agressions, à des attaques. Ils ont été libérés en soutien à la colonisation. Des frappes aériennes ont été... Enfin, le gouvernement a donné son feu vert à des possibles frappes aériennes en Cisjordanie. Et effectivement, bien que ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer effectivement à Gaza, ce génocide a sa spécificité. Par rapport à... Mais il s'inscrit quand même dans cette longue histoire coloniale de la Palestine et on ne peut pas le déconnecter des autres théâtres de cette longue guerre coloniale. Et la Cisjordanie en fait partie. Maintenant on sait, et je termine sur ça pour passer la parole, maintenant on sait que Netanyahou, il est dans une situation un peu compliquée au niveau de la scène politique israélienne. Il va devoir laisser donner des gages sur sa droite. Il y a déjà un ministre qui est parti, Ben Gvir. Il va devoir donner des gages, sachant surtout que les budgets en Israël doivent être votés en mars, donc il y a un vrai intérêt à maintenir sa coalition gouvernementale. La question, c'est qu'est-ce qu'il va donner à cette extrême droite? Est-ce que ça va être sur la Cisjordanie? Est-ce que ça va être sur la question de Jérusalem? Je pense qu'il faut s'attendre à tout avec Netanyahou. Est-ce que c'est un retour de la guerre à Gaza? Voilà, ça aussi c'est une possibilité. Et il fait face à une société civile qu'on nous présente beaucoup comme étant progressiste, libérale, parce qu'il y a des manifestations qui critiquent la menée de la guerre par le gouvernement, par le cabinet de guerre de Netanyahou. Alors, la société critique Netanyahou par rapport à la question de la libération des otages, mais ce qu'on entend beaucoup dans ces milieux, y compris dans les manifestations, le slogan un petit peu qu'on entend, c'est plutôt libérons les otages et après on retournera faire la guerre. Donc il n'y a pas de critique sur le fond de ce qu'est cette guerre-là, mais il y a plutôt une... sur la société israélienne, parce qu'il y a quand même des choses à en dire. Il y a eu énormément de remous suite à cet accord de cessez-le-feu, des députés qui se sont fait... Enfin voilà, on y reviendra, mais beaucoup de signes d'inquiétude quand même s'il y a quand même un soulagement vis-à-vis de l'horreur auquel on a été habitué. Youssef, sur Yazid. Oui, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit mes camarades. Oui, tout à fait. Il faut d'abord, il y a une première chose. Il ne faut plus considérer Israël comme étant un partenaire. C'est un adversaire total, résolu, pour lequel il n'y a aucune ligne rouge. Partenaire de négociation, tu veux dire? Oui, partenaire de il est partenaire, il se prétend partenaire des négociations, pour lequel il n'y a aucune ligne rouge. Comme l'erreur en a été faite au Liban, hein. On a vu qu'au Liban, les Libanais se sont déjà fait avoir par cela. C'est un ennemi qui n'a aucune ligne rouge, qui ne va respecter aucune ligne rouge. C'est même pas la peine de dire, ça veut dire il est dans une posture de guerre totale. Mais je pense que les Palestiniens s'y attendent. Moi, c'est ce qui fait que je suis un petit peu optimiste, disons. Hein. Je pense qu'ils n'ont absolument aucune illusion. Une résistance qui a résisté, qui a tenu aussi longtemps. Et on a vu ces images où on a les combattants qui sortent avec des voitures toutes neuves. Et les gens disent, mais d'où sortent ces voitures? Elles étaient chez le concessionnaire. Non mais c'est absolument incroyable. Avec la police qui reprend aussitôt ses fonctions, avec toute la société qui adhère complètement. C'est une société qui n'a pas été détruite, qui n'a pas été déstructurée. Mais quelle société pourrait tenir sans être déstructurée après autant de massacres, autant... Alors, bien sûr, c'est épouvantable, hein, mais on voit que, et c'est ça, de toute façon, la définition de la guerre, c'est imposer sa volonté à un ennemi. Et tant que cet ennemi ne dit pas « ouf », eh bien, vous n'avez pas gagné la guerre. Peut-être qu'on peut dire, on va relativiser, hein, mais Israël n'a pas du tout gagné cette guerre, et au contraire, alors on ne va pas faire de triomphalisme, hein, mais bon, ça c'est une chose. Pour la suite, bien sûr que beaucoup d'Israéliens se disent on ne passera pas à la deuxième phase, etc. Il y a tout cela. Mais cela dit, il y a une chose qui est évidente, c'est que je pense que les Palestiniens s'y attendent. Rappelez-vous, au moment de la première intifada, en 88, c'est cette phrase d'un général israélien qui avait dit « nous verrons », qui avait dit à l'adresse des Palestiniens, qui avait dit « nous verrons qui a le souffle le plus long ». Au moment de la première intifada, les Palestiniens avaient dit « oui, nous verrons qui a le souffle le plus long ». C'est une guerre de marathoniens. Les Palestiniens sont des marathoniens. Et ce n'est pas des sprinteurs. Et ce sont les marathoniens qui l'emportent toujours sur les sprinteurs, en vérité. Et aujourd'hui, donc, la question, pourquoi, alors Sarah l'a dit, pourquoi est-ce qu'effectivement Netanyahou... je crois qu'il y a une différence. La différence entre Biden et Netanyahou, c'est que Biden est sioniste idéologiquement. Vraiment. Je crois qu'il croit. Netanyahou est tout autant sioniste, mais peut-être beaucoup plus pragmatique, le sionisme des affaires. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Netanyahou a été obligé de réaliser lui-même une chose, c'est qu'effectivement, en dépit de... Parce que ça coûte très cher une guerre, hein. On a l'habitude de penser que les avions arrivent comme ça, c'est tranquille. Non, ça coûte extrêmement cher. Je crois qu'il a fait un petit peu les comptes. Et ce que tu disais tout à l'heure, Sarah, était extrêmement juste. Au moment de 2006, l'agression contre le Liban, n'oublions pas une chose, c'est qu'en 2006,
la guerre s'arrête parce qu'il n'y a plus de bombes pour Israël. C'était un des éléments. Ça veut dire que, et tu as raison de le dire, et même quand on dit une semaine, c'est même pas évident que ce soit aussi long. Et d'ailleurs, j'ai vu une déclaration du rabbin Chass qui lui-même disait, c'était absolument incroyable parce que pendant une semaine, on n'avait plus de missiles et les avions étaient au-dessus de Gaza, on faisait des sorties pour impressionner, mais il n'y avait plus de missiles à tirer. Ça veut dire que si les Américains ne sont pas là directement, on voit vraiment que c'est une guerre américaine de ce point de vue. Alors sur les éléments qui ont fait que Netanyahou, je crois que c'est un peu ça, c'est le sionisme pragmatique ou des affaires face au sionisme idéologique de Biden, qu'on peut très bien rapprocher du sionisme idéologique d'une certaine gauche française, le PS, etc. Tu parles de Trump, là. Ouais. Oui, d'accord. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu avais dit Netanyahou, il y a des gens qui étaient perdus dans le chat. Ah oui. Enfin, tu compares Trump Oui, et pardon, Biden. excusez-moi. Hein. Je comparais Trump. Mais en même temps, on comprend que ton cerveau... Et donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut que les Palestiniens, à mon avis, sans doute, ça, c'est une chose. Deuxièmement, cette histoire de Cisjordanie, oui, mais ils vont faire s'effondrer l'autorité palestinienne. Ça, c'est évident que l'autorité palestinienne, et on le voit, ce qui se passe actuellement à Jenin et autres, hein, qui tente de jouer son rôle, etc., elle va s'effondrer. Et que se passe-t-il quand l'autorité palestinienne va s'effondrer? Ça veut dire que toute une société va basculer dans la résistance. On sait très bien qu'aujourd'hui, 80% des opérations qui pourraient se produire en Cisjordanie n'ont pas lieu parce que c'est la police de Mahmoud Abbas qui les empêche, qui arrête, qui traque les résistants. Alors ok, continuez la Cisjordanie. Faut que tu dises que c'est un gouvernement collaboratif. De ce point de vue, je crois que... je ne sais pas si c'est clair pour toi. Oui, mais parce que toute lutte anticoloniale génère une guerre civile parmi les... Et ça, on l'a vu partout, en Irlande, on l'a vu partout, en Afrique du Sud, avec Inkatha contre l'ANC, on l'a vu partout. On l'a vu comment au Burkina Faso, etc. Toute lutte anticoloniale génère, et même toute occupation, parce qu'on l'a vu aussi en France pendant la Seconde Guerre mondiale, entre les résistants et les collabos, toute lutte contre l'occupation génère toujours une guerre civile parmi... Ça, c'est important. Hein. Oui, oui, bien sûr, parmi les colonisés. Et c'est logique, la contradiction est reportée sur les colonisés. Alors après, il reste à savoir ce qui en est tiré. Mais moi, de ce point de vue, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis malgré tout optimiste, parce que les rodomontades israéliennes, on les connaît. On sait très bien tout ce qu'ils disaient au début, nous allons faire ci, nous allons faire ça, etc. Il y en avait même qui se disaient, et puis si les Américains sont pas contents, on ira jusqu'à, rappelez-vous des vidéos, hein, on ira jusqu'à New York s'il le faut, on a peur de rien et tout. Tu penses 4 jours sans obus, puis tu les vois, c'est terrible, on peut même plus tuer, tranquille. Bon, donc de ce point de vue, voilà, c'est ce qui me donne un peu, avant de venir dans le vif du sujet. Alors, évidemment, on peut tout imaginer. Il n'y a plus rien qui tient. Quand on parle d'un Trump qui est capable de vouloir, qui parle de, je ne sais pas s'il va le faire, mais de coloniser le Groenland, le Canada, et pourquoi pas, tout le reste de l'Europe. Donc, à mon avis, ce serait même plus clair, et qu'on a juste une Union européenne qui n'est même pas fichue de faire une réponse collective, et qui se contente d'un communiqué franco-allemand en disant c'est quand même pas très gentil de la part de Trump. Tout est possible. Alors la Cisjordanie, c'est rien du tout. Sauf que tout va s'effondrer. Et même les accords d'Abraham vont s'effondrer. Le problème, il est là aussi. Ils peuvent le faire. Mais même l'Arabie saoudite est allée trop loin aujourd'hui en disant nous conditionnons même notre adhésion aux accords d'Abraham à la création d'un État palestinien. On se contenterait même simplement d'une promesse comme quoi il y aura un État. Mais même ça, ils ne l'auront pas. Donc moi je pense qu'effectivement, ils vont aller jusqu'au bout. Mais la conséquence, il n'est pas sûr du tout que cette conséquence leur soit favorable. C'est ce qui me donne un peu de l'espoir. On peut mettre ça en parallèle avec les conditions de détention dans les prisons israéliennes qui ont été, Khalid Jarrah, on pourra en parler, qui ont été quand même mises en avant. Il y a eu tout un scandale et un rapport de B'Tselem sur les conditions de détention, le fait que ces prisons sont aussi des centres de torture, voire parfois des centres de mise à mort. Et quand on voit l'état de pas mal de prisonniers palestiniens qui sortent de ces prisons-là, effectivement, on y lit en creux des... De Khalida, là, que vous et avez vu, après, je voulais quand même rebondir sur... Pardon, vas-y, ça. Ouais, expliquez pour les gens, parce que... Oui, donc Khalida Jarrah, c'est une femme palestinienne, militante et intellectuelle, militante du Front populaire de libération de la Palestine, avocate, et qui est... Non, je crois pas, mais qui est qui est une prisonnière politique de l'État israélien. C'est ça qui est important de dire, c'est que c'est pas quelqu'un qui a fait des choses répréhensibles, mais elle a fait nombreux séjours en prison pour des discours, pour des interventions dans des conférences et qui a subi des conditions particulièrement indignes de détention. En 2021, sa fille meurt d'une crise cardiaque. Elle est interdite de se rendre aux obsèques. Quand elle a été libérée, elle a été réarrêtée par la suite. Donc c'est un vrai harcèlement. Voilà. Donc voilà, Khalida Jarrah. Et silence de la gauche
partout à sa libération. Donc c'est ça aussi, il faudra parler du traitement médiatique et politique de... Il y a les femmes... Sarah, tu voulais dire un truc En fait, juste pendant les 6 derniers mois, je sais pas, c'est 1 an ou 6 mois, oui, elle était en isolement total, dans une cellule qui faisait 2 mètres sur 1,5 mètre, je crois. C'est une torture. Je sais pas si... Moi, je voulais quand même montrer pendant des jours et des jours les prisons de Assad aussi. Bizarrement, il y a un truc qui se fait. Bien sûr. Et pourtant, il y a de la documentation qui est sortie sur ça, y compris même d'organisations israéliennes. C'est l'image qu'on n'a pas vu à la télévision aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, à la télévision, les otages israéliens, on les a vus partout. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais toutes ces images de prisonniers politiques palestiniens qui sont libérés, qui retrouvent leur famille, on ne les a pas du tout vus. Ils ont été complètement rendus invisibles, à l'image de la déshumanisation pendant le génocide. On la voit avant sa détention. Elle était toute brune, je crois. Elle n'avait pas les cheveux, c'est ça. Hein. Tu confirmes, Sarah? Elle avait les cheveux elle était vraiment... toute brune et elle était plus épaisse. Enfin là, on voit bien qu'elle a... Mais oui, parce qu'il que... y a eu pas mal de pages Instagram qui ont mis les comparaisons avant et après que les Palestiniens qui sortent de prison. Tu le vois, ils sont détruits. Mais moi, je voulais quand même nuancer l'optimisme de Youssef. Il y a plusieurs choses déjà. Au début de cette guerre, au début de ce génocide, on était, je pense, quand même peu à anticiper et à imaginer l'ampleur de ce qu'allait être en fait cette guerre génocidaire. Et y compris, donc évidemment, on ne peut pas avoir de certitude, mais il me semble, y compris même dans les rangs du Hamas et d'autres factions palestiniennes, on ne s'attendait pas à ce tel déferlement et à cette mise au second plan de la question des otages et prisonniers israéliens au profit du massacre de la population de Gaza. Il y a un élément quand même stratégique qui semble n'avoir pas été anticipé et on ne s'attendait pas à un tel retour de flamme. La deuxième chose, c'est quand même, on sort, tu disais que... Non, on ne peut pas avoir de certitude sur ça parce qu'on n'a pas... Mais moi, de ce que j'ai pu voir, il y a certains éléments qui donnent à penser que ça avait pas été totalement, en tout cas, anticipé. Et que la question de prendre des otages pour pouvoir capitaliser dessus derrière dans des négociations ne s'est pas retrouvé... Enfin, ça n'a pas marché. Il y a eu quand même plus de 60... Ça ne faisait pas partie du plan initial aussi. Il ne faut pas oublier ça, en fait. Les otages des kibbutz ne faisaient pas... Enfin, dans le plan initial, il n'était pas question d'aller attaquer des kibbutz. C'était une opération... Non, pas des kibbutz, mais de prendre, en tout cas de ramener des prisonniers. Je pense que... Enfin, moi, il me semble que ça faisait quand même partie... Oui, parce qu'il y a eu l'expérience Gilad Shalit. Exactement. Mais ce qui n'est pas dénué de sens. Attention, je ne dis pas que c'est dénué de sens. C'était 1 millier de prisonniers contre un soldat israélien. Il y a eu l'expérience aussi au Liban en 83. Mais là où on pensait qu'Israël allait peut-être négocier, en fait, Israël, qu'est-ce qu'a fait? A massacré l'entièreté de la bande de Gaza, en fait. Enfin, a noyé sous les bombes l'entièreté de la bande de Gaza et n'est pas rentré dans une logique de on va sauver nos otages, donc on va essayer de négocier avec. Ils ont même, au contraire, mis en... Attends, je voulais juste faire les 2 autres points sur... Et après... Yacine, il n'a pas parlé encore, hein. Vas-y, finis. Je fais très vite. L'impunité, en fait. Ça fait 15 mois que Israël commet un génocide à Gaza dans l'impunité la plus totale. Et cette impunité-là, je pense qu'elle laisse des traces, qu'elle laisse des marques et que ça donne le champ libre encore plus aux autorités israéliennes pour éventuellement poursuivre la guerre, soit dans d'autres théâtres, soit à Gaza. Donc là aussi, pour moi, c'est pas un point d'optimisme, c'est plutôt un point de pessimisme. Ils ont expérimenté une impunité. Le monde les a laissés commettre un génocide quand même dans la bande de Gaza. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'on est quand même sur une phase de déclin du sionisme, de ce projet-là, et qu'il faut se méfier des empires qui tombent, des États qui tombent, et qui risquent d'entraîner... Exactement. Mais ils tombent... Est-ce qu'il y a les conditions pour que quelque chose d'autre... C'est ça la question. Et dans cette chute-là, ils sont capables du pire, en général. Donc voilà, pour moi, je suis plutôt... nuancé dans l'optimisme. Après, pour nuancer l'optimisme, pour reprendre le sous-titre de l'émission, victoire ou soulagement, oui, pour moi, c'est plus clairement un soulagement, parce que quand on fait le bilan comptable froid, il y a des revues qui parlent de 200 000 morts, Israël s'est étendu en Syrie, son plus grand allié de l'histoire, Trump, va arriver au pouvoir bientôt, tous les alliés, donc l'Iran, le Liban, sont défaits, donc c'est pas du tout une raison d'être optimiste. Il y a quand même une chose, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, je le reformule, c'est Israël est en train d'emporter le monde dans un cynisme aussi. Et aujourd'hui, ils ont remontré aux gens c'était quoi l'impérialisme. C'était on est prêt à faire une boucherie de 200 000 morts
pour vous montrer qu'on peut aller jusqu'au bout. Comme les Américains au Vietnam, ils ont tué 4 millions de Vietnamiens pour rien. Donc ils sont juste pour montrer qu'ils étaient prêts à aller à ce point-là et à défendre leurs intérêts. Et donc, ça, du point de vue occidental, je trouve que ça remet quand même les choses au clair. L'impérialisme, c'est ça, et on doit l'attaquer sur ces bases-là. Donc pour moi, c'est là où est l'optimisme principal à avoir. C'est que maintenant, l'histoire n'est pas finie comme ils ont dit il y a 25 ans. C'est peut-être le début d'une... comment on pourrait dire ça d'une clarification, merci à la régie. Paraphraser Churchill, c'est pas le début de la fin, c'est la fin du début. Voilà, c'est comme les journées de juin en France. Ouais. C'est les journées de juin qui étaient un massacre. Oui, oui. Donc les journées de juin, c'est les ouvriers à Paris qui se sont révoltés parce qu'on les avait privés de boulot, donc on parle de 100 000 personnes. Ils se sont révoltés, c'était un massacre. L'armée française a tué 4 000 personnes en 4 jours, et puis déporté plusieurs. Sauf que c'était la fin des illusions. C'est que la gauche, c'était un peu l'acte de naissance de la gauche, comme a dit Marx, c'est... le mouvement ouvrier a pris son indépendance et a perdu les illusions qu'il pourrait arriver à quelque chose avec la bourgeoisie. Pour moi, c'est un peu la même chose. Je les rapproche un peu à ce niveau-là, quoi. Justement, Sarade, je voulais un petit peu vous amener sur la question, justement, tu parlais de la justice, de la culpabilité, bon, c'est pas un amnistie, c'est un cessez-le-feu. Oui. Donc, tout de suite, les gens ont dit, bon, alors maintenant, il va falloir aller chercher la justice. Il va falloir rendre que les complices, les coupables rendent des comptes sur ce qui s'est passé. On ne doit pas oublier. Hein, d'ailleurs, j'ai vu qu'hier, Urgence Palestine avait fait un communiqué que vous voyez à l'écran, où justement, il nous explique les 6 choses à faire maintenant pour continuer la lutte, hein, puisque il y a toujours un petit peu cette idée en fond que vous avez eue, je pense aussi. On se dit, maintenant que le génocide est terminé de façon spectaculaire, peut-être que les gens vont moins y penser, et nous on a envie qu'au contraire ce soit un travail de fond qui soit fait. Donc allez voir ce communiqué, je pense aussi que on verra les conséquences déjà mentales de ce qui s'est passé dans plusieurs années. Pour moi il y a vraiment un après, un avant 7 octobre et génocide. Et ça va marquer des générations. Voilà, et je voulais vous demander si vous pensez que justement, aller rechercher la justice par rapport à ce qui s'est passé, ça peut être un levier aussi pour continuer la lutte, pour mobiliser en fait. En fait, il y a plusieurs points. D'abord sur le génocide qui s'arrête. Je pense que c'est important aussi de rappeler que l'arrêt des opérations militaires, ça ne veut pas dire forcément l'arrêt du génocide. C'est-à-dire que le génocide, il faut comprendre que... Israël a tout fait, mais vraiment de manière méthodique, pour que les gens puissent continuer à mourir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, etc. Et je veux dire, il n'y a plus d'hôpitaux à Gaza, donc oui, il y aura les organisations humanitaires, etc. Mais voilà, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus aucune structure, il n'y a plus de, le réseau d'assainissement des eaux. Quelque chose d'aussi basique que ça en fait. Donc il faut comprendre que voilà, c'est l'arrêt des opérations militaires. Sur ce qui a été dit tout à l'heure, donc Youssef disait que c'était sur le soutien américain, et Simon disait ils ont laissé faire un génocide. Pour moi, c'est pas. En fait, ils étaient partie prenante d'un génocide. C'est pas les. Vraiment, ce n'est pas une guerre génocidaire qui a été menée par Israël et les autres étaient là en disant « ouais, c'est bon, on ferme les yeux ». Non, les autres étaient partie prenante, c'est-à-dire que cette guerre, ce qui s'est passé à Gaza et au Liban, parce qu'il ne faut pas oublier aussi ce qui s'est passé au Liban, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, elles ont aussi autant de responsabilités en fait dans cette guerre, soit parce qu'elles ont armé, soit parce qu'elles n'ont rien fait pour, soit parce qu'elles ont soutenu par leur soft power, par leur discours médiatique, par le fait de réprimer toute parole d'opposition. Je veux dire, on se souvient, hein, octobre, novembre, décembre 2023, les manifestations réprimées, les étudiants aux États-Unis, il y a quand même eu plus de 3000 étudiants qui ont été soit arrêtés, soit renvoyés de leurs universités. En plus, aux États-Unis, avec ce que ça coûte de faire des études universitaires, c'est quand même l'avenir de la personne qui est complètement... Voilà, donc voilà, c'est vraiment une guerre occidentale en fait, et une guerre impérialiste complètement qui s'inscrit vraiment dans cette histoire-là.
Sur l'Arabie Saoudite, et je trouve ça intéressant parce qu'il faut aussi, on parle voilà, des conséquences sur Gaza, etc., mais il y a aussi les conséquences géopolitiques à ne pas oublier. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, donc il y a eu le Liban, il y a eu la Syrie, qui est aussi une conséquence indirecte de ce qui se passe. Voilà, oui, voilà, c'est là que les planètes qui se sont enchaînées pour rendre ça possible, etc. Et sur l'Arabie Saoudite, en fait, là, ce que je trouve intéressant avec l'Arabie Saoudite, c'est que à la veille du 7 octobre, l'Arabie Saoudite était prête à normaliser avec Israël. Hein, il n'y avait aucun souci. Et là, il y a quand même une pression de l'intérieur qui fait que, en fait, ils ne peuvent pas y aller comme ça. Donc, ils peuvent au moins... Précise que tu avais la pression de l'intérieur. C'est-à-dire que, contrairement à des pays comme le Qatar ou les Émirats, où on est, enfin, vraiment, c'est des... Où limite, je veux dire, les Émirats, aux Émirats, les Émiratis sont minoritaires, en fait. La majorité, c'est des expats ou des travailleurs immigrés, parce que c'est pas la même chose. Enfin, l'Arabie Saoudite, c'est 20 millions de personnes. Il y a une vraie opinion, effectivement, il y a une vraie société, il y a une vraie opinion à l'intérieur. Le régime tout dictatorial et tyrannique qu'il est ne peut pas faire l'économie ne peut pas balayer d'un revers de la main. Et c'est intéressant parce que le régime de Mohammed Ben Salman a quand même balayé beaucoup de choses de la main depuis son accession, enfin depuis qu'il est prince héritier. La Palestine, ça reste quand même une ligne rouge. C'est quand même pas anodin. Et même en temps de pas de guerre, parce qu'on peut pas dire que ce soit la paix, mais voilà, quand il n'y a pas d'événements particuliers qui rappellent en fait la Palestine, même si à ces moments-là, on va plus ou moins accepter, on va fermer les yeux sur les normalisations, etc. Quand il y a quand même un génocide en cours, même quelqu'un comme Mohammed Ben Salman, il se dit quand même que non, il ne peut pas y aller comme ça. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire quand même que les opinions publiques comptent. Et d'ailleurs, tu as tout à fait raison de le dire, Sarah, pas uniquement pour l'Arabie, mais la Jordanie également. Je veux dire, les impérialistes, et tu as raison de le dire, c'est tout à fait une guerre impérialiste. C'est ce qui fait de la résistance palestinienne quelque chose d'extraordinaire, parce que les Palestiniens ont tenu tête à tout l'Occident, réellement, à toute cette machine de guerre, incroyable machine de guerre occidentale, qui n'a pas réussi à les soumettre. Alors, sur le fait de ce qui s'y attendait, moi je pense que si jamais ils ont tenu, c'est qu'ils s'attendaient plus ou moins à cela. Qui menace le peuple palestinien, je suis tout à fait d'accord, et je comprends tout à fait le sentiment qu'on peut avoir d'abattement, mais il y a eu d'autres moments dans l'histoire qui ont été terribles aussi. Alors, j'ai pas envie de jouer à l'ancien, mais... C'est pas juste... Oui. C'est pas des moments d'abattement, mais c'est plutôt pour dire, attention, c'est pas fini, pour que les gens ne détournent pas les yeux, ne se disent pas, c'est bon, non, on est qu'au début du film, c'est ce que je dis. Hein. On est à la fin du début. Hein. C'est Churchill, pour Churchill, après, au moment de la bataille d'Angleterre, tout le monde dit, c'est le début de la fin. Non, la guerre va être encore très longue. Exactement, et donc la responsabilité de chacun, enfin moi j'estime par exemple en tant que journaliste, c'est notre responsabilité de garder Gaza à la une par exemple. Et ce que fait Urgence Palestine, c'est absolument formidable, tous ces rappels qu'ils font, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les abattements qu'il y a pu y avoir après la guerre de juin 67, où tout le monde misait sur Nasser, etc., l'effondrement de l'Égypte, ça a été épouvantable. Des gens se sont suicidés. Non, mais enfin, c'est un truc de dingue. Après 82, l'OLP est chassé du Liban, etc., se retrouve là-bas en Tunisie, se retrouve en Algérie, au Soudan. Non, mais c'est vrai. Tout le monde disait, voilà, c'est terminé, tout a été détruit. Et à chaque fois, il y a... vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi je pense malgré tout, j'ai peut-être un excès de confiance, je suis d'accord avec vous, mais parce que il y a eu des grands vous le savez, il y a eu des tas de débats au sein des Palestiniens et au sein même des sympathisants de la Palestine un peu partout dans le monde, après le 7 octobre, en disant qu'est-ce qui va se passer maintenant, ça va être effroyable, ça va être etc. Certains disaient non, les Palestiniens vont tenir le coup, d'autres disaient non, ça a été une erreur. Bon, on voit bien tous les débats qu'il y a pu y avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je fais confiance à cette capacité des Palestiniens. Quant aux impérialistes, c'est l'illusion, c'est l'hubris, c'est toujours l'hubris, l'illusion de la puissance absolue. Mais en faisant cela, ils vont scier la branche sur laquelle ils sont. Alors évidemment, ils peuvent asséner une puissance, une violence terrible aux Palestiniens. Mais le problème, c'est que n'oublions pas une chose, c'est qu'en théorie, ils ne sont pas en guerre contre tout le monde. En théorie, ils ne sont pas en guerre contre tout le monde arabe.
Et moi, je pense que les choses peuvent changer. Ça veut dire que, d'abord, je pense que l'impact de ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne peut pas encore le mesurer. Je pense qu'il va se mesurer sur même des années à venir, parce que c'est énorme. Alors, les théories, attention, je ne fais pas triomphalisme, hein, on est bien d'accord. Hein, je ne suis pas en train de dire, oh, on a gagné, c'est super. Non, on n'est pas encore là. Mais cette résistance à laquelle personne ne croyait, malgré tout, et dans le monde entier, c'est encore trop tôt pour savoir l'impact qu'il va y avoir. Mais ça va avoir un impact sur les sociétés arabes, j'en suis sûr. Dans la déclaration, le représentant palestinien disait qu'ils reçoivent des milliers et des milliers de demandes d'adhésion même. Il se passe la même chose qu'après la guerre après la bataille de Karamé. Après la bataille de Karamé, hein, au 67. Il faut expliquer la bataille de Karamé. Oui. Comment? J'ai dit, il faut expliquer la bataille de Karamé. Ouais, on avait fait un petit truc là-dessus, justement ici. C'est inattendu. Bah oui, après la défaite de 67, où tout le monde était complètement abattu, les armées arabes ont été vaincues, etc., etc. Les Palestiniens décident de relever le défi et se retrouvent dans un village, en même temps camp palestinien pour réfugiés, qui s'appelle Karamé, Dignité, justement, qui est situé en Jordanie, à partir duquel des commandos attaquaient régulièrement Israël. Et les Israéliens décident de frapper un grand coup et d'aller attaquer ce village de Karamé, qui était le cœur de la résistance, où il y avait Arafat, il y avait tous les chefs de la résistance à l'époque, le FP, etc. Et donc, une colonne blindée israélienne se dirige vers Karamé, sûr du résultat, on va les écraser. Et les Palestiniens, plutôt que de se retirer, décident de rester sur place et de tenir tête à l'armée israélienne. Ils auraient pu aller se cacher dans les montagnes de Jordanie, hein, et ils vont tenir tête. Et alors, la victoire relative, l'armée israélienne va devoir se retirer avec beaucoup de véhicules en flammes sur place, beaucoup de pertes du côté palestinien, peut-être un tiers de tous les fédayines qui vont tomber martyrs, mais cette bataille va avoir un impact considérable sur le monde arabe. Des milliers de volontaires vont venir, l'argent va affluer de tout le monde arabe, et même du monde entier, et ça va être un impact qui va relever l'humiliation de la défaite de 67. Et moi, j'assimile un petit peu ce qui s'est passé là à la bataille de Karamé, de ce point de vue. Donc voilà pourquoi alors je suis pas d'excessif, mais un petit peu voilà ce que je voulais dire. Juste sur, tu disais voilà, ça va avoir un impact sur l'ensemble du monde arabe. Ça va avoir aussi, et ça a déjà un impact sur les relations entre les pays occidentaux et le monde arabe. Et ça, on le voit déjà, cette remise en question. Alors moi, je n'aime pas du tout ce terme de valeur occidentale, parce que je me dis quelle piètre opinion nous avons de nous-mêmes si on considère que la liberté ou les droits humains sont des valeurs occidentales, mais en tout cas ça déconstruit cette idée que ils sont dépositaires, que l'Occident est dépositaire de ces valeurs là, et que en fait voilà, ça déconstruit un peu cette comédie. Et ça, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais sur la question de la justice, etc., d'abord ça a déjà commencé avec il y a eu même en France en fait donc une plainte qui a été déposée contre un soldat israélien qui a la nationalité française. Il y a au Brésil aussi, je crois qu'en Belgique aussi il y a eu la même chose. Il y a la CIJ, c'est du temps long, mais il y a quand même ça qui est en cours. Ce qui s'est passé à la CPI aussi, c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire que personne, je pense, n'aurait parié sur Karim Khan, le procureur de la CPI, pour demander des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Il l'a fait en fait. Et à un moment, on se demande si, quelque part, même si voilà, on a tendance, on finit par, en voyant le cynisme des uns et des autres, par se dire, bon, en fait, c'est juste une question de calcul. Peut-être qu'il y a un moment où il y a des gens qui ne veulent pas finalement rentrer ou comment dire, endosser cette horreur, ou que dans l'histoire, que leur nom soit inscrit dans l'histoire comme étant celui qui a laissé faire un génocide. Peut-être qu'à un moment les gens peuvent avoir un sursaut de dignité et se dire bah non, en fait je vais faire ce que j'ai à faire. Donc il y a quand même quelques personnes qui prennent ces responsabilités là. Il y a Francesca Albanese, la reporteuse de l'ONU, malgré toutes les attaques qu'elle subit, etc. Donc c'est quand même en cours, et c'est important que ce soit l'Afrique du Sud qui ait présenté quand même la plainte devant la CIJ, et c'est important aussi qu'on s'approprie en fait ces outils-là, ces armes-là, et de se dire bah non, ce n'est pas enfin voilà, encore une fois, il n'y a plus cette lecture de l'Occident qui est dépositaire des valeurs, et puis bon, les autres qui subissent. Enfin voilà, c'est. Je pense, j'aimerais bien que tu nous parles, tu voulais enchaîner sur la société israélienne, sur la fin du sionisme possible. Peut-être que tu peux. Ouais,
Ouais, tu avais un programme. Les images justement, parce qu'il y a eu des, on va peut-être partir de ça, Simon. Il y a eu des manifestations d'Israéliens à l'annonce du cessez-le-feu qui manifestaient non pas pour qu'il y ait un cessez-le-feu, mais pour qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu, en tout cas pas dans ces conditions. On a vu aussi que 2 ministres israéliens ont démissionné, qui accusent donc, qui accusent Israël d'être soumis carrément à Hamas, hein, bon, carrément, c'est ce qu'ils disent, hein, voilà. Voilà, c'est ça, c'est mieux, tu dis mieux. Et ça peut surprendre parce que ça fait 1 an qu'on nous raconte que les Israéliens ils veulent récupérer leurs otages et là oui, en fait, le décalage médiatique entre ce qu'on pense ici de la société israélienne et ce qu'elle est dans la réalité, quoi. Est-ce que j'ai le droit de rebondir quand même sur la vas-y. discussion de juste avant? Non, mais je veux pas mettre la veste du rabat-joie et de celui qui va voir le verre à moitié plein. Moi, juste quand même ce qui m'inquiète, et c'est peut-être la différence avec le contexte des années 60 ou 70, c'est qu'on est dans un contexte international qui est marqué à l'échelle mondiale par un tournant autoritaire, par une régression. Voilà. C'est ce contexte-là qui me fait dire que c'est bien qu'il y ait des mandats d'arrêt internationaux qui soient enfin émis contre des criminels comme Netanyahou et Gallant. En revanche, les chefs d'État, les uns après les autres, disent « mais on ne respectera pas, on ne fera pas respecter ces mandats d'arrêt internationaux ». C'est un élément qui me fait dire que le rapport de force est encore plus compliqué à construire aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Et c'est là où, du coup, par contre, la solidarité internationale, et ça c'est un levier, c'est un élément d'optimisme, effectivement, ce qu'on a pu voir en termes de démonstration de solidarité à l'échelle mondiale, c'est que la solidarité internationale, elle prend tout son sens à ce moment-là, c'est-à-dire quand au niveau local, c'est impossible de construire, de renverser un rapport de force, il faut que la solidarité internationale vienne apporter de l'aide sur ce terrain-là, rendre coûteuse la politique israélienne, essayer d'isoler cet État-là sur la scène internationale. Et effectivement, Urgence Palestine, c'est ce que j'allais dire, a raison de rappeler qu'une des modalités de soutien à la cause palestinienne, qui est peut-être une des plus efficaces et une sur le long terme, c'est effectivement la campagne de boycott. Et c'est très très important de le rappeler. C'est maintenant en fait qu'il faut rejoindre cette campagne-là. C'est pas pendant les 15 mois qui ont précédé, où il y avait déjà de toute manière, au vu des images qui nous arrivaient quotidiennement des massacres commis à Gaza, il y avait une mobilisation. Aujourd'hui, un des risques, c'est que la mobilisation va s'essouffler. Et ça, c'est un des gros risques. Donc, c'est plus que probable. Il faut le prévoir, il faut l'anticiper. Elle est déjà essoufflée en fait. Il faut faire attention. Il y a eu quelques mois de grosses mobilisations, puis après ça s'est essoufflé. La répression est passée par là, etc. Bon, on va pas faire toute l'émission sur cette question-là, mais moi je reste quand même dans ma nuance sur cet optimisme. Par rapport à la société israélienne, effectivement, on a eu beaucoup depuis quasiment 2 ans ce discours, ce narratif il y a un gouvernement, certes à moitié d'extrême droite en Israël, mais il y a aussi une société civile et c'est bien la preuve que c'est une démocratie. Et finalement, le discours qu'il faut lire en creux, c'est « ils sont comme nous ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ce ne sont pas des autres, ce ne sont pas des Arabes, on peut aussi le dire de cette manière-là. Ils sont comme nous, ils sont démocratiques, ils sont libéraux, etc., etc. Donc c'était très facile finalement de s'en prendre à Netanyahou et d'atrophier en fait la question en disant le problème ce n'est pas la colonisation, le fait colonial, le problème c'est qu'il y a Netanyahou, il est trop de droite, ou alors il s'allie avec des gens qui sont trop d'extrême droite. Et c'est une grille de lecture qui ne nous permet pas de saisir ce qui est en train de se passer en Palestine, ce que vivent les Palestiniens depuis plus de 70 ans. Ça va encore comment que ce récit marche encore? Ce récit marche encore chez beaucoup de gens. Les sionistes de gauche restent des gens respectables. Et quand je parlais de tournant, quand je parlais de tournant autoritaire dans le monde, ça veut dire que les gens, les populations, les opinions publiques ne sont pas complètement acquises. Alors certes, personne ne veut d'un génocide, mais les opinions publiques ne sont pas du tout acquises au narratif palestinien. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est que les gens n'ont pas accès à ce narratif-là parce que, comme c'était rappelé, il est complètement tué. En Occident, par exemple, tu vois, les gens n'en sont pas à remettre en question le fait colonial en Palestine. On l'a bien vu aujourd'hui, les otages israéliens, c'est des vrais innocents.
Et c'est pour ça qu'on les voit toute la journée. Alors, il faudra parler du traitement médiatique. Voilà. Là, on parle des médias. Voilà. Des médias. Je parle aussi des opinions publiques. Non, je parle aussi des opinions publiques. Je ne pense pas que les opinions publiques, malgré tout, elles sont contre le génocide. Le mythe israélien, du pays démocratique, seule démocratie, etc., n'a pas quand même volé un petit peu. Moi, je pense qu'il faut relier ça à la question de l'islamophobie. Et aux États-Unis particulièrement. Il faut relier ça à la question de l'islamophobie. C'est-à-dire que les gens, certes, n'ont pas de sympathie pour un État qui commet ouvertement un génocide, mais les gens ont encore moins de sympathie pour des peuples arabes ou des peuples musulmans qui se défendent, qui prennent les armes contre les situations d'oppression, et ils sont quand même dans un logiciel où les Palestiniens, c'est le Hamas c'est des islamistes, les islamistes, c'est des terroristes. C'est pas une rupture générationnelle de ce point de vue parce que je pense qu'au niveau de la jeunesse, pas mal de choses ont... Non en tout cas... En fait, je pense vraiment que en général, les gens associent en fait le génocide commis par Israël à Netanyahou et à l'extrême droite israélienne. C'est-à-dire qu'ils ont en fait cette conviction qu'il y a une gauche israélienne. Déjà. Et puis même... Le PS le disait. Comment il s'appelle Mais c'est pas que le PS. Même le PS, il nie encore aujourd'hui qu'il y a un génocide en disant que si on le disait, on était des nazis. C'est les mots qu'il utilisait. Mais après, allez voir même dans les médias nationaux qui osent ou pas utiliser. Oui, mais les sont très acquis aux thèses d'extrême droite. Oui, mais sauf que en fait, pour la plupart des gens, enfin pour les gens qui ne lisent pas Orient 21 ou qui voilà, regarde pas Parole de l'heure. En fait, quand on écoute un exemple très simple, en fait. C'est un ami à nous. Soso, il dit sors de ta bulle, Youssef. Youssef ne connaît que des gens bien comme nous. Le jour, enfin. Le lendemain de l'accord du cessez-le-feu, vendredi matin, je veux dire, en fait, c'était sur la matinale la plus écoutée de France, pour réagir à l'accord de cessez-le-feu. On a eu quand même Elie Barnavi, ancien ambassadeur de France en Israël, mais parce que c'est quelqu'un de gauche. Grand démocrate, voilà. Et un proche d'un otage israélien. C'est-à-dire que, en fait, les Palestiniens n'existent pas. Oui, mais là, on parle de médias, malgré tout. On parle oui, mais ces médias-là, les médias-là, je veux dire, il y a quand même des milliers de personnes qui les écoutent. Et ces milliers de personnes-là n'ont pas accès forcément à un narratif différent. Je relativise, ou limite, je récuse, moi, l'expression de narratif palestinien, parce que pour moi, ce n'est pas un narratif palestinien, en fait, de dire, en fait, c'est une situation coloniale, légalement, c'est une situation c'est narratif pour moi, c'est pas un terme pour dire c'est un récit qui n'est pas relié à la réalité. C'est juste pour dire le point de vue en fait palestinien, l'expérience palestinienne. L'expérience, je veux dire, même pour dire, en fait, entre l'annonce de cessez-le-feu et maintenant, il y a eu 80 morts. En fait, on l'a pas eu. Donc c'est, non, moi je suis plutôt d'accord avec Simon que effectivement il y a cette idée que il y a les méchants Netanyahou et compagnie et les 11 ministres sur 29 qui sont des colons, mais il y a quand même la gauche israélienne, ceux qui manifestent en fait contre le gouvernement Netanyahou et contre la réforme de la Cour suprême, ceux-là même qui ont été quand même choqués lorsque la CPI a émis, entre Karim Khan a demandé l'émission de mandat d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Gallant. Donc on voit bien que quand il s'agit des Palestiniens, il y a quand même une union sacrée. Il y a un fait quand même assez incroyable qui s'est passé là. Il y a un député israélien qui s'appelle Ayman Odeh, du parti Hadash, qui a tweeté un tweet très light, je me réjouis. Il est très light. Il est très light. C'est un Palestinien de 48, faut le dire. Voilà, c'est ça. Mais il est dans un parti qui n'est pas un parti. Donc il tweet très light, qui se réjouit de cet accord de libération. Ni une ni deux. Il y a une campagne de dénonciation et une campagne pour sa destitution qui est lancée, qui récolte aujourd'hui plus de 70 signatures de députés israéliens, dont Yair Lapid, qui est une des têtes de proue de l'opposition libérale, progressiste, tout ce qu'on veut, à Netanyahou, qui était en tête des manifs, etc. Donc ça donne l'idée quand même de l'état d'esprit de cette opposition à Netanyahou, qui est tout sauf démocratique si on prend son rapport à la question des Palestiniens. Certes, chers amis, toutes les manifestations qui étaient là contre le gouvernement Netanyahou, c'était en fait
pour la libération des prisonniers israéliens et en fait pour qu'on arrête d'avoir des soldats tués en Israël, mais en fait c'est des limites, en fait on s'en fout, tuez-les autrement si vous voulez, mais juste en fait faites en sorte que nos fils ne soient pas tués. Il y avait des sondages qui étaient sortis de taux d'approbation de la guerre à Gaza, je crois qu'ils étaient très très hauts. C'est-à-dire qu'à un moment on avait quand même 80% de la société israélienne qui était contre l'entrée des aides humanitaires à Gaza. Non mais chers amis, moi je parlais de l'opinion en France, je parlais pas chef de file des travaillistes. Non mais moi je parlais de l'opinion en France, je parlais pas de l'opinion en Israël, hein. Ils sont tous d'accord. Non mais je parlais de l'opinion en France et dans le reste du monde, hein. Je parlais évidemment pas en Israël où à mon avis le roi est nu. Actuellement le roi est nu, c'est-à-dire qu'en Israël tout le monde voit bien que cette comédie d'État démocratique c'était vraiment une comédie, c'est-à-dire que ça n'a jamais existé et que face aux décisions et face aux grands enjeux, eh bien la société coloniale israélienne, est-ce qu'elle est une société coloniale? Et si jamais les choses se seraient produites au 19e siècle, les Palestiniens auraient subi le sort des Indiens. Et je veux dire, absolument, des Amérindiens, on n'en parlerait même pas, ils auraient été exterminés. Et puis les traités qui sont signés ont la valeur des traités que les Blancs ont signés avec les Indiens, les Amérindiens, comme au 19e siècle. C'est-à-dire, on signait les traités, mais par en dessous, on laissait les colons. On est dans une situation de colonialisme pur, comme au 19e siècle. Mais attends, mais j'ai pas terminé. Vas-y. Non, mais en fait, j'allais juste dire que maintenant, le piège dans lequel peut tomber beaucoup de gens, c'est de transformer cette question en question coloniale, anti-apartheid, etc., en question humanitaire. C'est ça, et du coup, je pense que là, mais ce qui va l'empêcher... Oui, mais parce que la question coloniale, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un à la radio qui dise, même après autant de morts, en fait, Israël colonise. Bon, en Cisjordanie, ils le disent. Non, peut-être pas à la radio, mais il y a quand même eu un éveil des consciences, quand même. Dans la jeunesse, par exemple, sur la question impérialiste, sur la question de la colonisation, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Parce que, par exemple, là, on voit le Stream for Humanity. Il a été aussi beaucoup critiqué justement pour cet aspect humanitaire par des gens qui ont dit pourquoi vous ne faites pas venir des collectifs comme Tzedek, comme des Urgence Palestine ou comme Parole d'honneur. Ils auraient politisé. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a eu des critiques de ça. Il y a eu des critiques de ce côté humanitaire et que ça, c'est des petites graines qui sont nées. Et la génération TikTok, en fait. Et c'est elle qui était dans la rue. Je veux dire, en mai dernier, quand il y a eu l'attaque, à Gaza. Je ne sais pas si pour ceux et celles qui ont été dans les manifs, franchement, moi j'ai été, la plupart c'était des jeunes il y en a qui sortaient à peine du lycée, quoi. Et et c'est là où pour moi on peut être optimiste, en fait. Il y a une politisation de toute une jeunesse à travers ce qui s'est passé. Alors je ne vais pas vous dire que dans les mois qui vont suivre ça va donner, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a toute une jeunesse qui s'est politisée avec le génocide en Palestine. Oui, ça clairement. Sur le temps long, toi tu vois. À qui on la fera plus, en faisant croire que tu vas leur parler d'une gauche israélienne, ils vont te regarder comme ça. Je veux dire, alors c'est évident que tous les vieux rascals du PS, etc. Mais ça c'est le vieux monde. Mais j'aimerais terminer. Qui existe, le vieux monde, mais qui existe quand même. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de faire d'angélisme, hein. Mais on voit le poids des médias, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, on parle de la France, un pays qui est vraiment en pointe dans l'autoritarisme, on va dire la fascisation, ça ne va pas plaire aux vrais aux antifascistes, on va dire on n'y est pas encore, mais bon, on va dire que... oui, c'est ça, fascisme Walcar, c'est pas mal. C'est Fabrice Risputi qui avait eu cette expression. C'est super. Fascisme Walcar. Oui, exactement, c'est le dernier quart d'heure de la démocratie, alors profitez-en les amis, nous aussi d'ailleurs on en profite, et faites des dons pendant qu'on est encore là, pendant qu'on n'est pas encore en camp. Pour en voter un aussi. Ouais. Alors en tout cas, moi je pense qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, c'est l'illusion. Parce qu'il faut comprendre que les Palestiniens travaillent pour tout le monde, pas uniquement pour la Palestine. Et l'illusion démocratique impérialiste, elle est aussi en train de voler en éclats. Moi, j'en suis convaincu. Et c'est comme ça que les gens reconnaissent les Palestiniens. C'est pas parce qu'ils ont des beaux yeux, hein, j'en sais rien, toi. C'est pas pour leurs beaux yeux. Mais tous les peuples du monde qui se sont sortis dans la rue, parce que, en toute franchise, il y a eu d'autres massacres. Il y a eu de tentations génocidaires. Il y en a plein, sans arrêt. Hein. Les Rohingyas, les Ouïghours, tout ce qu'on veut. Hein. Je veux dire, pourquoi est-ce que, en ce qui concerne les Palestiniens, ça fait tant bouger? Parce que je crois qu'ils se reconnaissent dans la lutte des Palestiniens. C'est qu'elle fait voler en éclats l'illusion démocratique impérialiste. Et puis, ils se reconnaissent aussi dans un certain humanisme des Palestiniens. Parce que moi, je trouve ça admirable. Bon, j'ai pas envie de... Mais je trouve ça admirable, la façon dont les Palestiniens, la solidarité qu'il y a entre eux, etc., la façon dont ils accueillent les martyrs, etc., cette espèce d'abnégation qu'ils ont, etc. Et surtout... C'est pas, je ne veux pas du tout juger les autres luttes ou n'importe quoi, hein, mais on voit cette dignité palestinienne qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ne s'abaissent pas,
il reste digne jusqu'au bout. Qui le ferait après avoir subi tout cela ? Qui le ferait après avoir subi tout cela ? Et moi, je pense que les Palestiniens aujourd'hui, c'est la pointe la plus avancée de la lutte contre la fascisation du monde. Et c'est aussi comme ça que beaucoup les voient. Aussi, c'est que, oui. C'est que ça va aussi emmener les autres gouvernements à se fasciser. Mais c'est depuis cet octobre qu'on a vu... C'est le révélateur, c'est comme un révélateur photographique. Ouais, c'est le révélateur de l'illusion, de l'hypocrisie du monde. C'est un baromètre en fait. Voilà, et c'est un baromètre en même temps. Ouais. C'est sur une sorte d'exception palestinienne. Je suis assez d'accord. En fait, je veux dire, il y a le Soudan, il y a le Congo, voilà. Mais il y a effectivement une exception palestinienne qui est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est comme les Native Americans au 19e siècle, c'est que c'est finalement le dernier exemple de ce colonialisme à l'ancienne, le colonialisme de peuplement à l'ancienne qui existe encore aujourd'hui. En fait, c'est vraiment et de cette manière aussi industrielle aussi, avec ce qu'on a vu à Gaza. Sur la question de l'humanitaire, moi je trouve ça très intéressant parce que si on prend par exemple la couverture médiatique du génocide à Gaza, les premières semaines, les premiers mois, on a eu quand même un parti pris nettement pour le narratif israélien. Les Palestiniens n'existaient pas. Il n'y a pas de journalistes en Palestine. On a du mal. On ne peut pas rentrer à Gaza, donc vous comprenez, on peut pas. Voilà, on ne sait pas comment. Y a toutes les agences. Et puis, comme s'il n'y avait pas toutes les agences de presse du monde n'étaient pas là-bas. Je veux dire, l'AFP avait ses photographes, AP avait ses journalistes. En fait, toutes les grandes agences avaient leur bureau à Gaza. Donc, et finalement, on a découvert que finalement, justement, quand il y a eu... En fait, c'était à peu près au moment où il y a eu, donc en janvier, avec la CIJ, etc., où on a commencé, en fait, vraiment... Ça a commencé vraiment à être présent dans les médias, et c'est là où c'est intéressant, parce que, d'abord, on découvre qu'on a des images de Gaza, c'est assez extraordinaire, il y a des gens qui peuvent filmer là-bas. Mais, qu'est-ce qu'on va montrer de Gaza ? Les réfugiés qui sont dans les camps et qui sont sous les tentes. Et donc, c'est vraiment un traitement humanitaire. C'est-à-dire qu'on aurait pu filmer les victimes d'un séisme ou d'inondation, on aurait eu la même chose, on aurait eu exactement le même résultat. Ils sont là, ils sont sous les tentes, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est vraiment... Et alors je fais un peu de pub pour ma chapelle. Demain sur Orient 21, on publie un entretien vidéo avec Ghassan Abou Setteh. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Ghassan Abou Setteh, il est chirurgien, c'est un médecin chirurgien palestino-britannique qui était... Lui, il était à Gaza pendant les 4 guerres précédentes depuis 2009, et il a été à Gaza pendant 43 jours, mais vraiment juste après, en fait, le 7 octobre, et il était donc dans les 2 hôpitaux, Shifa et l'Ahli, donc l'hôpital Baptiste. C'est lui exactement. Donc demain on publie un entretien avec lui. Ce sera c'est en arabe et il y aura une version donc en arabe et sous-titrée en français. Comme ça c'est accessible à tout le monde. Et Ghassan Abou Setteh, il est justement très critique de ce traitement humanitaire qu'il y a de la question palestinienne, et même des organisations humanitaires, en disant mais en fait elles servent à humaniser un génocide, parce qu'en fait à un moment le débat est détourné. Le débat, ce n'est plus en fait il y a un génocide, il y a une guerre coloniale, il y a des Palestiniens qui résistent. Non, en fait le débat maintenant c'est combien de camions on va faire rentrer, combien de médecins. En gros c'est comment faire pour maintenir ces individus-là sous perfusion, donc, parce que ce n'est pas un peuple qui a besoin de souveraineté ou de libération, c'est juste des individus qui ont besoin de manger, de boire et d'avoir un toit sur la tête. En fait, on réduit en fait les aspirations palestiniennes à quelque chose de très primaire. Quand ils se battent, faut les soutenir quand ils souffrent, à la limite. En fait. Pourquoi ils se battraient quand ils se battent voilà, c'est une victime, et ils sont en fait, et ça rejoint aussi d'ailleurs les travaux de Stéphanie Later-Abdallah sur en fait toute l'iconographie, la représentation des Palestiniens après la Nakba, où elle montrait justement comment toutes les photographies qu'on a de l'époque, c'est les pauvres Palestiniens qui sont sous les tentes. Oui, c'est une réalité, mais il n'y avait pas que ça. Donc c'est un choix aussi de montrer les Palestiniens comme des êtres victimes et faibles, et pas comme des résistants. Comme des manière, j'ai envie de dire, de gauche, de participer à cette déshumanisation qu'on a vue et qu'on voit, y compris même jusque dans le traitement médiatique de la libération des prisonniers. C'est-à-dire qu'on a
tout eu sur les 3 premières otages libérées israéliennes. On a su qui elles étaient, leur métier, etc., leur âge, etc. Et en contrepartie, quand on voit le traitement des 95, je crois que c'est 95, je ne veux pas me tromper, prisonniers et otages palestiniens, parce qu'après on reviendra aussi sur... Et principalement prisonnières, beaucoup de femmes. Prisonnières, et des enfants, et des enfants notamment. En fait, c'est un chiffre dans les médias qui sont appelés moins de 21 ans. Moins de 21 ans, voilà. Qui sont, ce n'est qu'un chiffre. En fait, on donne le chiffre. Certains médias disent oui, il y a une majorité de femmes, mais c'est tout, et on s'arrête là. Et vraiment, ça crée des effets. C'est pour ça que je parlais d'opinion publique tout à l'heure, en me disant que c'est aussi un élément d'inquiétude, c'est que ça crée des effets chez les gens. Ça nous habitue à percevoir un tel de manière humaine, un tel de manière inhumaine. Et on le voit, y compris même dans du coup, le traitement de l'accord du cessez-le-feu et la manière qu'on a de nommer. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a eu d'un côté des otages. Quand on dit otages, c'est des personnes civiles, innocentes, qui ont été capturées dans le cadre, par un groupe armé. C'est ça que ça veut dire otage. Quand on dit prisonnier, un prisonnier, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a été jugé, qui a été condamné, qui est enfermé. C'est ça un prisonnier. Et donc on a des otages israéliens et on a des prisonniers palestiniens. Certes, il y a des otages israéliens. Il y a aussi beaucoup de soldats qui ont été capturés et qui sont retenus prisonniers. Est-ce qu'il faut les appeler otages ou pas? Chez les prisonniers, entre guillemets, palestiniens, on a énormément, ça c'est absolument pas couvert par les médias, mais on a des personnes, y compris des enfants, je crois qu'il y a plus de 80 enfants qui sont sous le régime de la détention administrative. En Israël, c'est quoi la détention administrative pour ceux qui nous écoutent? C'est l'armée vient t'arrêter, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien du tout. Voilà. Et les personnes n'ont pas accès ni à ce dossier qui n'existe pas de toute manière, elles sont enfermées sans possibilité, c'est l'arbitraire total en fait, et pour une période de 6 mois renouvelable à l'infini, c'est ça la détention administrative. En un an, après je te donne la parole, en un an, le nombre d'enfants palestiniens détenus sous ce régime de la détention administrative a quadruplé. C'est-à-dire qu'il y en avait un peu plus de 20 il y a un an. En seulement une année, il a quadruplé. Il y en a 85 aujourd'hui. Si on va au-delà des enfants, il y a plusieurs centaines, voire des milliers de Palestiniens qui sont sous ce régime-là. Donc ça dit aussi quelque chose de ce qu'est la société israélienne, parce que tu lançais un peu le sujet tout à l'heure. C'est une société qui est très avancée dans le tournant autoritaire, qui est d'une brutalité, d'un arbitraire total en ce qui concerne les Palestiniens, qui n'a pas de problème à enfermer des gens en dehors de toute procédure judiciaire ad vitam aeternam, on ne sait pas vu que c'est l'arbitraire total, jusqu'à des enfants de moins de 15 ans. Parce que c'est ça, les enfants, c'est pas juste des personnes qui ont moins de 21 ans, parfois elles ont même moins de 15 ans. Donc je crois qu'il y en a un qui va être libéré qui a 14 ans, quand même. Voilà. Donc voilà, c'est ça aussi Israël, et c'est important de le remettre sur la table. Juste sur la détention administrative, c'est la Mourie, on a fait. Donc pour le côté un peu historique, la détention administrative, en fait, c'était une procédure qui était anglaise, britannique en Irlande, mise en place durant le colonialisme britannique en Irlande, qui a été exportée ensuite en Palestine, donc durant le mandat britannique en Palestine, et qui a ensuite été récupérée donc par les Israéliens contre les Palestiniens. Yazid, il voulait dire un truc. Oui, aussi. Yazid. Non, c'était vraiment un tout petit truc, c'est que juste dire en miroir de l'image qu'on n'a pas du Palestinien qui est autre chose qu'une victime, il y a aussi de l'Israélien qui est autre chose, qui est un colon, quoi. Ça, c'est une image qui est jamais montrée. On a eu après, à la guerre d'Algérie, on a eu des images après, on voyait vraiment des soldats français qui venaient tirer sur des Algériens. Et donc là, on voyait vraiment c'était quoi la colonisation en Algérie. Là, c'est des images, un colon israélien, on ne sait pas vraiment, sauf si tu regardes les réseaux sociaux, tu regardes AJ+, là tu vois les gars en Cisjordanie qui sont complètement fous, qui prennent des armes et qui y vont. Mais dans les médias, t'as jamais ça, quoi. En tout cas, ça fait pas les grandes lignes, parce que pour rendre justice quand même, il y a des journalistes, y compris dans les grands médias, je pense même à Benjamin Bard du Monde, qui font quand même un travail qui essaye de documenter ce qui se passe en Cisjordanie, mais c'est tellement noyé dans une ligne éditoriale qui de toute manière va à l'encontre du fait d'apporter de la compréhension, de la visibilité sur ça, qu'effectivement c'est noyé dans une ligne éditoriale et dans la décision narrative israélienne. Et puis même, il y a par exemple eu aussi le documentaire de Clotilde Moravco qui est passé aussi sur Arte, sur les jeunes des collines, etc. Mais non seulement il y a effectivement ce que souligne Simon, mais ça c'est les colons méchants. Ça, c'est les colons qui... Mais ça, de toute façon, c'est
condamner, parce que c'est les territoires occupés et ça se passe en Cisjordanie. Mais par exemple, moi j'aimerais bien qu'on voit ça, en fait, qu'on en parle plus à Jérusalem. Et puis de montrer aussi, et je veux dire par exemple, le service militaire, les checkpoints. Enfin, c'est ça aussi, la banalisation, en fait, de la mentalité coloniale. Et ce qu'ils appellent l'alia. Il faut savoir que quand un Français, parce qu'il est juif, ou parce qu'il est marié, parce que c'est ça aussi, c'est que même le fait d'être marié va te donner des droits et de pouvoir habiter là-bas, c'est que, en fait, même l'alia qui en théorie est légale, que je trouve, à mon avis, complètement illégale, eh bien, plus il va y avoir des gens qui vont aller vivre là-bas, plus ça fait une pression au niveau de la rente foncière, au niveau de l'immobilier, et de toute façon, eh bien, cela pousse à la colonisation. Même quand des gens disent « je vais vivre en Israël », etc., officiellement, c'est légal, c'est pas les territoires occupés, sauf que cette pression démographique fait que de plus en plus de gens, parce que ça fait augmenter les loyers, etc., vont aller habiter en Cisjordanie, parce que pour le prix d'un 6 pièces en Cisjordanie, c'est le prix d'un studio à Tel Aviv. Donc la colonisation aussi, la France est un des réservoirs de colonisation. Et d'ailleurs, faut pas l'oublier, c'est aussi un des buts, c'est amener le plus de gens. Je pense. Colonisation de peuple. Alors apparemment, ça a baissé quand même. C'est un colonialisme de peuplement. Il y a un phénomène inverse. Oui, voilà. Il y a beaucoup de gens. Voilà, il y a beaucoup de gens qui partent. Voilà, exactement. Actuellement, le solde est depuis le 7 octobre, c'est ça? Oui, les gens comprennent le solde bien. est négatif. En fait, il y en a toujours un peu eu, mais là, il y en a beaucoup plus. Alors, c'est très difficile d'avoir les chiffres exacts parce que comment savoir entre stratégique, évidemment. Déjà, en fait, vous avez quand même plus de la moitié des Israéliens qui ont au moins une autre nationalité, une double nationalité. Donc, c'est difficile, par exemple, de savoir s'ils font vraiment s'établir ailleurs ou si parfois eux-mêmes ne savent pas s'ils partent juste pour 6 mois ou s'ils partent pour le reste de leur vie. Mais ce phénomène-là existe effectivement. Et puis. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important et de garder en tête parce que, comme dans tout contexte colonial, c'est pas la bataille n'est pas seulement interne, c'est-à-dire influencer aussi la société du colonisateur, c'est très important aussi en fait. Renverser les opinions dans la société coloniale, c'est très important. Bien sûr. Et alors l'autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'est à quel point cette situation a abîmé la société française. C'est qu'on est dans un monde maintenant où on peut voir des gens écrasés par des chars sans réagir. Mais c'est absolument... Si tu réagis, c'est apologie du... Voilà. Et si tu réagis, c'est quand même absolument incroyable. Je veux dire, des images qui, pour beaucoup, des anciennes générations, étaient liées à la Seconde Guerre mondiale, etc., la barbarie nazie en France, etc., ou les résistants torturés, Jean Moulin et tout. Eh bien, maintenant, c'est devenu... je veux dire, on doit admettre que près de l'hôpital Nasser, etc., des chars israéliens écrasent des... Et ça, c'est des choses qui sont totalement documentées. Oui. Donc, je veux savoir ce que cela va avoir sur les esprits. Mais je pense que c'est en lien à ce que tu dis, c'est qu'on a quand même des médias qui, dès le début, même des médias, des gouvernements, qui, dès le début, ont eu le soutien inconditionnel. Et donc maintenant, ils ont la main prise. Pendant 1 an, ils ont soutenu cette boucherie. Donc, est-ce que maintenant, ils vont pouvoir dévier ou non, ils vont continuer? Quand on voit le tweet de Macron qui se félicite que cette souffrance palestinienne est enfin cessée, mais c'est absolument incroyable, je veux dire. Alors que le type, il a complètement soutenu depuis le début, rappelez-vous, ses premières paroles, etc. Et voulait faire une coalition... avec Daesh, non, pas avec Daesh, pour Marie Daesh. Sur le modèle de la coalition contre Daesh. Alors, je dis, ces images de sauvagerie extrême, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces milliers? Non mais c'est incroyable parce qu'elles sont passées sur les réseaux, il y a des tas de jeunes qui ont vu cela, etc. Ces images d'une sauvagerie inouïe, je crois que c'est vraiment une sauvagerie inouïe. Alors, en question coloniale, on a déjà vu. Il y a aucun, faut jamais dire ça ne s'est jamais produit parce qu'on l'a vu. Bon, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ces images en temps réel? On a vu un massacre d'une telle ampleur. Non, mais toutes les rédactions pendant 1 an, à BFM c'est sûr, CNews c'est sûr, ils les ont vues ces images. Oui. Et donc ils savent très bien ce qui se passe. Et quelle relation nous on va avoir avec ces gens? On peut avoir des relations normales. Je crois qu'il y a une polarisation en fait entre Libération qui arrive à faire une 2024 en oubliant complètement les Palestiniens et puis une partie de la population en fait qui se dit mais qu'il y a eu un déni du mal complet pendant 1 an. Je pense que ça va se polariser quoi, tu vois. Et tu parlais il y a 2 minutes là, tu parlais de j'avais entendu une phrase de
Broman, c'est comme ça? Ronnie Broman. Oui, voilà, il a fait une petite vidéo sur le cessez-le-feu et il disait nous avons perdu en tant que civilisation humaine pendant cette année. Et je crois que beaucoup le ressentent, même si on ne le dit pas comme ça, si les gens ne le disent pas comme ça. Mais et c'est aussi parce que c'était des Arabes aussi, parce que c'était des Palestiniens. Et ça, quand même, il faut la pensée coloniale, bien sûr. Qu'on le réalise aussi. Que tu disais, on a vu des gens se faire massacrer, etc. Oui, mais c'était pas des Blancs, quoi. C'était pas des Blancs. Et ça... Après, ça fait 75 ans qu'ils se faisaient massacrer sans que personne ne dise rien. Oui, mais là, c'est quand même documenté. Là, c'est documenté. C'était en direct, c'était à notre... Voilà, c'est vraiment à une échelle industrielle. Là, il y a eu des grosses tentatives pour mettre tout ça sous le tapis. Et je pense... pour déshumaniser. La dernière fois, c'était Sabra Chatila, en ce qui me concerne, enfin, au niveau en termes d'horreur. Hein. Et là, c'est une sorte d'énorme Sabra Chatila. Voilà, ça a duré 15 mois quand même. Hein. Et sincèrement, je pense que là, avec le retour des populations chez elles, avec les ruines qui vont être déblayées, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Oui, c'est ça. Je pense, comme on a appris pour les centres de torture, d'emprisonnement et de torture, comme on a eu les fosses communes dans les hôpitaux, comme on a appris pour les médecins qui ont été torturés jusqu'à la mort, violés, torturés jusqu'à la mort. Enfin, c'est quand même un niveau de barbarie inouï. Je pense qu'on va encore apprendre beaucoup d'histoires horribles. Et c'est pour ça aussi que c'est important de pas détourner ou de pas oublier en fait une fois que le cessez-le-feu a été signé. Et juste pour revenir à ce que tu disais pour la société israélienne, etc. Parce qu'on parlait justement de ceux qui repartent. Je pense que c'est qui quittent Israël momentanément ou pas. Je pense que il y en a qui le font pour des raisons de conviction politique. Mais il y en a qui le font juste parce qu'ils en ont marre. Et je pense que ça, c'est justement, en fait, ça dit quelque chose de cette ambiance d'Israël. C'est-à-dire que ça, c'est pas parce qu'ils ont qu'ils sont anticolonialistes ou que c'est juste en fait qu'ils en ont marre de vivre dans une société de fachos en fait. Donc voilà. Et il y en a aussi qui partent pour des raisons économiques, parce que ils arrivent en Israël avec parfois l'idée qu'ils vont pouvoir s'installer, avoir un travail, vivre et tout, etc. Et en fait non, ce n'est pas possible, parce que la réalité économique là-bas fait que du coup la situation était peut-être meilleure en France, et du coup ça alimente aussi ce mouvement de retour, de Yérida, de descente, c'est ce que ça veut dire. C'est aussi ça, un des objectifs des Palestiniens, c'est de comment on appelle ça, enlever cette croyance que c'est la colonisation du peuple blanc qui va amener une association sociale à des gens. Depuis l'histoire de la colonisation, c'est toujours ça. C'est qu'à chaque fois, on va s'établir dans la colonie, on va avoir une association sociale. C'est pour ça que je dis c'est important aussi de parler à ces gens-là pour leur dire non mais en fait il faut démystifier. Ce n'est pas dans votre intérêt. Parce que ça implique comme conséquence, et même à un niveau purement égoïste, de déconstruire en fait cette idée. Là, c'est le travail de nos amis de CEDEC et du GFP, c'est de convaincre les Français juifs. Vous voyez, il y a du boulot. Mais on vous fait confiance. La mission, si vous l'acceptez, c'est d'expliquer à ces Français juifs qui sont complètement trompés et à qui on fait croire que les musulmans ce sont leurs ennemis et que faut vite prendre le large par rapport au 9-3 parce que c'est la terre de perdition. Mais expliquer que justement, comment bientôt des synagogues. Des synagogues décoloniales. Non, mais je crois que c'est aussi important de montrer que j'ai pas envie de faire du moralisme, en fait, que l'humanité est quand même du côté de la lutte palestinienne. Je veux dire, comment que c'est une société sans haine, je veux dire, et que évidemment les musulmans sont sans haine pour les juifs, même si malheureusement, évidemment, le poison de. Moi, je tomberai pas non plus dans l'angélisme de dire. Moi, je suis optimiste. Moi, je suis un optimiste né. Je vais vous dire une chose. Je suis étonné parce que je vais vous dire une chose parce que j'ai vu encore une fois le privilège de l'ancienneté, mais j'ai vu comment au début des années 2000. C'est un argument d'autorité. Exactement. Bon, non, avec des preuves quand même. J'ai vu comment au début des années 2000, beaucoup de jeunes avaient des propos anti-juifs et au moment des guerres Irak, etc. Je l'ai vu et je les ai vus évoluer. Et je les ai vus évoluer notamment grâce à l'UGFP à l'époque. J'ai vu des tas de jeunes complètement changés.
complètement changé. Hein. Oui, ils étaient dans une vision, c'est la guerre entre les Arabes et les Juifs, machin, etc. Et je l'ai vu même en Palestine, parce que dans les missions civiles, on emmenait avec nous des jeunes qui ne connaissaient pas grand-chose, qui étaient un petit peu parfois bruts de décoffrage. Et le fait de voir en Palestine, et notamment Michel Sibony et d'autres qui étaient avec nous dans les missions civiles, hein, ça les a fait complètement changer. Donc je dis qu'ils peuvent changer rapidement. C'est ça que on est d'accord qu'on n'est pas, ce n'est pas l'antisémitisme fasciste qui est idéologique, qui est structuré idéologiquement, etc., qui a son appareil idéologique. Non, voilà, enfin moi entre les Arabes et les Juifs, et ils pensaient vraiment qu'ils étaient dans un camp et que ceux d'en face étaient dans... Voilà, enfin c'est une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, ou enfin le reste des Arabes et les Israéliens, je dirais même pas, enfin entre les Arabes et les Juifs. Je veux dire, les Juifs, la plupart des Juifs des États-Unis, heureusement, enfin ils n'ont pas... Oui, bien sûr, oui, c'est cela, et comment ils voyaient. Voilà, et donc, enfin, je veux dire, moi je ne tomberai pas dans... Enfin, j'irai pas jusqu'à dire, voilà, il n'y a pas d'antisémitisme chez les musulmans. Si, en fait, il y en a, mais qui est déconstructible pour peu, en fait, voilà, enfin, qui est beaucoup plus facilement déconstructible qui n'a pas cet appareil idéologique-là, qui n'a pas... Le racisme de guerre. Voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans son contexte, quoi. C'est du racisme de guerre, mais c'est aussi le produit de cette espèce de jeu à trois têtes, en fait, que nous impose le maintien de l'hégémonie occidentale ou de l'impérialisme, appelons-le comme on veut, et qui met dans cette relation malsaine, en fait, voilà, exactement, entre l'Occident, les Juifs et les Palestiniens. On se demandait tout à l'heure pourquoi la Palestine avait cette telle portée. Un des éléments de réponse, pas exclusif, mais c'est aussi que le conflit en Palestine est le seul conflit qui quand même mêle l'histoire européenne de l'antisémitisme jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec la question de l'impérialisme et de la colonisation du monde arabe, je veux dire. Et donc, du coup, on a un conflit qui, d'emblée, quelque part, a cette dimension internationale et historique qui mêle, en fait, les consciences collectives et les mémoires d'énormément de peuples, en fait, sur Terre. Et moi, je suis quand même plutôt d'accord avec Sarah, même si je sais que tu ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme, etc. Non, mais sur la manière de le formuler... occidental. Non, mais de dire qu'il n'y a pas de haine. Moi, je pense qu'il faut se dire que oui, il y a de la haine, en fait. Parce que la guerre produit de la haine. Le colonialisme produit de la haine du colonisé envers son colon et du colon envers le colonisé, évidemment. Et c'est ça qui est le plus structurel. Comment ça pourrait être autrement? Donc ça, je pense qu'il faut le voir en fait en face et se dire que oui, ça existe, que oui, c'est vrai, et de se dire on part de cette situation-là et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là. C'est pour ça que moi je disais, ça me faisait rire, donc c'est qu'en fait on va pas changer la mentalité qui aujourd'hui est installée dans peut-être une majorité de la communauté juive aujourd'hui en France, parce qu'il faudrait des conditions historiques quand même assez secouantes, assez importantes pour pouvoir produire des mécanismes comme ça de changement voilà, à une telle échelle. Nous, on peut... moi, le côté optimiste que je pourrais avoir, c'est de dire que Tzedek, peut-être qu'on préfigure quelque chose qui va arriver. L'avant-garde. Mais on n'en est pas. Mais l'avant-garde de l'avant-garde. Très déconnecté de la garde, justement. Maintenant, avec d'autres, on essaye d'intervenir pour construire un rapport de force qui peut-être nous permettra de changer la situation. Et je voulais juste renvoyer, tu parlais de Sipel tout à l'heure. Sylvain Sipel. Sur la question justement de comment comment les Juifs en France, et notamment la jeunesse, perçoit ce qui se passe en Palestine, leur rapport au sionisme, etc., etc. Dans son dernier, je crois que c'est son dernier livre, ou l'avant-dernier, L'État d'Israël contre les Juifs, il y a tout un article... C'est vrai. Avec une réédition post-7 octobre. Voilà. Mais il y a tout un chapitre sur les communautés juives aux États-Unis et en France, avec une comparaison entre les deux. Et il explique... voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et il explique notamment le mécanisme qui alimente cette forme de fascination que l'État d'Israël exerce sur beaucoup de juifs en France. Et c'est aussi allié avec les histoires de ces juifs-là, que ce soit des Européens qui ont vécu la Shoah, etc., ou que ce soit des Maghrébins qui ont vécu cette colonisation française au Maghreb, et notamment en Algérie, où ça a été absolument destructeur. Donc voilà, il remet en perspective ça. Je vais pas rentrer, mais je voulais juste renvoyer à ce chapitre-là, à ce livre-là, qui donne des clés vraiment de compréhension. Tout à fait. Et voilà. Sylvain Sipel, qui est membre du comité de rédaction d'Orient 21. Hasard. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui sont dépassables. Moi, je pense que, et d'ailleurs, la lutte palestinienne, c'est. On militerait pas, Youssef. Oui, non mais, oui, mais nous, on milite franchement depuis ici. Notre long bras ne va pas jusqu'à Gaza. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ça va, ne dénigre pas non plus, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les luttes, c'est fait aussi pour changer les opinions. C'est ça aussi.
Et d'ailleurs, si on prend comme référence la lutte anticoloniale, la lutte algérienne a fait aussi changer des opinions. Des tas de gens, alors on pense toujours à l'OS, mais tous n'étaient pas à l'OS, tous les colons, enfin tous les pieds noirs n'étaient pas à l'OS, heureusement. Et un certain nombre ont changé avec la lutte. Dans la lutte fait changer. C'est pas uniquement pour obtenir un objectif de libération, c'est que la lutte transforme. La lutte transforme les gens, elle transforme la société colonisée, elle transforme aussi la société colonisatrice. Et en tout cas, on peut espérer que des éléments à travers ça, bon, c'est toujours pareil l'optimisme, hein, mais c'est ce que je pense. Je pense que cette lutte-là palestinienne et la façon dont elle est menée, et nous on a l'expérience de France, a quand même fait changer, le militantisme fait changer les gens. C'est clair que la Palestine, c'était un vecteur de politisation extraordinaire. L'idée qu'il ne s'agit pas, l'idée qu'il ne s'agit pas d'une lutte de race, d'une lutte religieuse, d'une lutte de tribu, c'est quand même un acquis qui n'était pas du tout évident au départ. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, c'était pas du tout la vision qu'on avait. On avait l'impression que il y avait les ennemis, on était ennemis, puis voilà. Faut dire, sauf les militants que nous étions, mais pour le commun des mortels, c'était ça. C'était les Arabes, les Juifs, et puis fallait comprendre quelque chose. Mais je pense qu'il y a un déblaiement qui a été fait. Il y a un déblaiement qui a été fait quand même idéologique. Et voilà, ça donne de l'espoir. Et c'est dans les manifs. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, on entendait des trucs antisémites. Maintenant, on n'en entend plus. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est Ouria qui le raconte, Ouria Boutelja qui le raconte dans justement les manifs de 2003 pour la guerre contre l'Irak, où c'était il y avait des tas de d'effigies, étoile de David et croix gammée, etc. On faisait la chasse, nous. On passait notre temps à faire la chasse à cela. Ah, vous n'étiez pas soralien? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, j'avais cette tâche ingrate. Je faisais la chasse à ça, etc. Puis il fallait expliquer parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils disaient, bah non, mais regarde, c'est comme les nazis, etc. On leur dit, mais non, c'est pas exactement ça. Voilà, on va t'expliquer. Mais on a passé des heures et des heures et des heures et des jours. En fait, c'est ce que dit Matt Bird là. Pour vous donner raison, le 7 octobre m'a repolitisé comme jamais. Moi, je pense que c'est aussi la plus grande dette qu'on a pour le Palestinien, c'est que on a aujourd'hui en Occident en France, un mouvement à gauche. Comme la France Insoumise qui n'a pas lâché sur le 7 octobre, qui n'a pas lâché sur la Palestine. On a toute une jeunesse qui est repolitisée. Et tout ça, c'est grâce à ce petit pays qui tient encore et toujours. Et donc, eux, ils sont un peu morts pour nous aussi. Je pense qu'il faut aussi prendre ça en question. Je pense qu'on a une dette éternelle envers ce petit pays. Oui, tu as raison de le dire. Et puis en France, on a quand même la chance d'avoir un parti. Bon, on ne va pas faire de publicité. Hein, mais non, mais je veux dire, faisons de la pub. La FI, cette année, ça a été la seule à avoir une position honorable de respect de la vie humaine. Dans les autres pays d'Europe, c'est pas évident. Je veux dire, ils n'ont pas forcément cela ailleurs. Hein, sauf, peut-être en Espagne ou ailleurs, ils ont des... Mais sinon... Et Youssef, on va arriver à la fin, parce que maintenant, c'est plus d'une heure et demie qu'on parle. C'est passionnant. Hein, moi, franchement, j'ai adoré vous écouter. Mais oui, mais justement, l'idée aussi, c'est de se dire que peut-être on se retrouvera dans pas si longtemps que ça pour parler encore de Gaza, de la Palestine. Voilà, enfin c'est que le début. Je ne sais pas si c'est que le début, non, c'est la suite. C'est la suite. En tout cas, c'est la suite. Et je voulais quand même, au nom de Parole d'honneur, qu'on rende quand même hommage au travail qui a été fait par Urgence Palestine toute cette année. Je rappelle que c'est un collectif qui s'est créé juste après le 7 octobre, dans l'idée de faire vivre la lutte pour Gaza. Ils ont été là de façon constante, aussi bien dans les moments où il y avait médiatiquement un petit peu plus de bruit que quand il y en avait moins. Ils ont été constants pendant ces 15 mois. Ils ont eu des initiatives locales. Maintenant, vous avez des urgences palestines dans plein de villes de France. Hein. Je pense à Grenoble, je les aime bien. Donc je leur passe comme Tzedek, j'ai l'impression que ça fleurit en même temps. Il y a Urgence Palestine et Tzedek qui fleurissent un peu partout. Ils ont fait vivre le BDS aussi, pour que. Et je rappelle que maintenant, la France Insoumise est entrée dans la campagne BDS. Donc tout ça, c'est dans un pays. Alors qu'ils sont menacés, extrêmement. Voilà. Bon, justement, on doit aussi parler de ça, de la répression par rapport à Eliès. Mais en Allemagne ou en France, il y a eu quand même énormément de répression face aux collectifs qui ont soutenu la Palestine cette année. Et ils ont tenu bon. Donc voilà, on voulait vraiment leur rendre hommage. Et on va peut-être parler d'Eliès, justement, d'Imzalen. Vous avez vu cette semaine? Tu as vu Youssef? Alors donc Eliès d'Imzalen. Il a été privé de ses ressources financières. Disons juste qu'il est, pour les gens qui ne le connaissent pas, donc c'est un militant déjà pro-palestinien et puis contre l'islamophobie. C'est lui qui est le fondateur du média Islam et Info. Et donc cette année, Retailleau a annoncé que ses biens, tous ses biens, sans distinction, et ses comptes bancaires allaient être gelés.
Donc de façon à ce qu'il ne puisse plus du tout utiliser son argent, et toute personne qui souhaiterait lui donner une aide financière s'expose aussi à des sanctions. Donc c'est assez inédit d'après ce que j'ai lu dans la presse militante. C'est inimaginable. Parce que c'est une sanction qui ne passe même pas par la justice. C'est le ministre de l'Intérieur qui prend cette décision de geler des avoirs, mais sans décision de justice. Faut voir un petit peu le pays dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur peut comme ça décider de geler les avoirs de quelqu'un sans aucune raison. Alors en théorie, c'est une mesure qui était prise pour les réseaux terroristes, le contrôle des fonds, etc. Les lois scélérates. Ouais, ça fait partie des lois scélérates, des nouvelles lois scélérates. Et maintenant, on peut l'appliquer. On peut l'appliquer à tout militant. Ça fait partie. Voilà, le monde dans lequel on vit, c'est celui-là. Un gouvernement qui est totalement illégal et qui prend des mesures. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire, Yazid? C'est juste que, en fait, le screenshot vient de Parole d'honneur. J'avais jamais remarqué. J'avais jamais vu non plus. C'est sur le Figaro. Sur le Figaro. Oui, Parole d'honneur influence le monde, n'est-ce pas? Pardon, excuse-moi. Oui, tu as raison de bien rappeler, c'est un outil de l'attirail antiterroriste, qui n'est pas si vieux que ça. Je crois que ça date d'ailleurs de 2015 ou première loi de 2006 après le 11 septembre. Donc voilà, on se retrouve à chaque fois dans les mêmes cercles là. Voilà, donc on lui apporte notre soutien aussi, bien sûr. Il y a une cagnotte. Et TEDEC aussi, je sais que vous avez. En tout cas, un gouvernement qui prend des mesures administratives sans loi, ça me rappelle un autre pays. Ce qui est peut-être un truc à. Donc nous, effectivement, on a soutenu Elias lors de son procès. Pendant son procès, un des avocats, pas de la défense, mais ceux qui attaquaient Elias, a quand même traité publiquement dans l'audience l'UGFP et TEDEC d'être des juifs de service. Ouais. Donc ce qui quand même dénote. C'est antisémite, ça? Mais c'est complètement antisémite. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça ne peut pas être. Se définit selon la personne qui parle. C'est pas selon les faits. Si elle est islamophobe, ça va. Oui, c'est ça, exactement. Dans ce contexte-là d'énonciation, ça ne peut pas être perçu comme autre chose que comme une manière de réduire les juifs à une position politique, à une seule chose. Effectivement, c'est antisémite. Mais moi, après, c'est très révélateur qu'un quand du gouvernement. C'est le procureur, j'imagine. Alors, je ne sais pas qui exactement a prononcé ça, mais je crois que c'est un avocat de la partie adverse qui, en tout cas, en toute détente. Mais ça en dit long sur le climat et sur ce qui a été défait plutôt au niveau de la lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que on n'a jamais autant parlé de lutte contre l'antisémitisme, on l'a jamais autant instrumentalisé et elle n'a jamais autant reculé en une période aussi courte. Moi, ce que je trouve effrayant dans justement ce gel des avoirs d'Elias Dimzalen, c'est que ça dénote aussi beaucoup de cette autonomie qu'a pris la police, qu'a pris l'intérieur au sein de l'État. C'est-à-dire que si on replace dans la perspective des 20-30 dernières années, on voit que quand on parle de fascisation, en fait, de tournant autoritaire, moi, fascisation, c'est un terme que je trouve très adapté parce que fascisation, c'est la société qui se prépare à être prête en fait pour accueillir le fascisme. Et je pense qu'on est dans quelque chose de cet ordre-là. Donc ça en dit long, effectivement, un ministre de l'Intérieur peut maintenant décider en dehors de tout cadre prévu par la justice, s'en prendre comme ça de cette manière-là. Et sur l'antiterrorisme, la guerre contre le terrorisme, entre guillemets, c'est quand même au nom de ce cadre-là, ce cadre théorique-là, qu'on a organisé des régressions incroyables en termes de liberté publique et de droits démocratiques. Rappelons-nous déjà, suite aux attentats, il y avait eu l'état d'urgence qui avait été mis en place et qui avait ouvert la voie à des milliers de perquisitions sur des bases complètement islamophobes et qui n'ont donné absolument rien d'ailleurs en termes de lutte contre le terrorisme réel. Mais par contre, ça a permis de stigmatiser, de mettre plus qu'une pierre, un rocher dans cette construction de la stigmatisation des populations musulmanes en France. Et depuis le 7 octobre, la guerre contre le terrorisme, on le sait, a été la justification de nombreuses arrestations, condamnations, intimidations policières jusqu'à des candidats pendant les élections législatives européennes. Enfin, je veux dire, un niveau de recul des syndicalistes condamnés. Anas Kazib récemment inquiété par la justice. Abdourahmane, le président de la mosquée de Pessac, qui est sous le coup d'une... Voilà. Et Gaziman, donc tout ça au nom de la guerre contre le terrorisme. Et il faudra, je pense, que la gauche, à un moment donné, prenne cette question à bras-le-corps et précise, clarifie son rapport à ce qu'est aujourd'hui la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire une lecture finalement du monde qui est civilisationnelle, qui oppose un Occident
libre, démocratique, progressiste, innocent, à une Asie et un monde, surtout un monde arabo-musulman, perçu comme étant l'inverse, comme étant barbare, réactionnaire, terroriste, etc. C'est ça, la guerre contre le terrorisme, qui naît au début des années 2000 et qui est le cadre dans lequel va se théoriser tant les interventions occidentales que les régressions à l'intérieur des sociétés occidentales. Et je pense qu'il faudra à un moment donné que la gauche entreprenne de se positionner. De prendre à bras le corps, c'est cette question. Et de se positionner. Et c'est une question vraiment centrale d'anti-impérialisme, de lutte contre la guerre, qui est un enjeu vraiment central pour moi dans la période à venir. C'était la conclusion. Je pensais pas qu'on... Sarah, tu as peut-être oui, je voulais aussi peut-être laisser... Bon, nous, on va continuer à discuter, mais peut-être que Sarah va nous laisser, je sais pas. Elle va rester avec nous. Ouais. Alors, peut-être tu veux dire un petit mot de conclusion aussi Un petit mot de conclusion. Soutenir Orient 21. Non, parce que voilà... Olivier, balance la cagnotte d'Orient 21. Non, mais parce que, blague à part, on parle tout à l'heure, à juste titre, en fait, du discours médiatique de CNews, de BFM TV, etc. C'est quand même quelque chose d'important à rappeler. Bien sûr on critique tous les télévisions poubelles, etc. Et on sait ce qu'on a eu comme couverture médiatique sur Gaza. Après, on peut pas juste se plaindre de cette couverture médiatique et ne pas soutenir les médias qui proposent autre chose et qui critiquent en fait ce discours médiatique-là. Donc à un moment aussi, il faut prendre ses responsabilités. Donc si on veut avoir d'autres analyses, d'autres lectures, et aussi des moyens, parce que il y a dans l'idée d'un engagement, d'une lutte, etc. Il y a l'engagement ne doit pas être tout simplement émotionnel, en fait. C'est très important d'avoir les outils politiques, les outils épistémologiques, de vraiment en fait comprendre de quoi on parle pour avoir des arguments. Donc c'est d'où l'importance en fait Orient 21 a pour mission quand même d'expliquer, de donner des outils pour comprendre, pour analyser, etc. Et puis c'est juste que vous pouvez continuer à nous suivre et ce que je disais tout à l'heure, c'est ne pas oublier, garder Gaza à la une et le Liban à la une, parce que cessez-le-feu, on disait tout à l'heure, le génocide continue malgré le cessez-le-feu. Il faut rappeler qu'au Liban, il y a eu un cessez-le-feu, mais qu'Israël continue à occuper les villages frontaliers du sud Liban et qu'il continue à y avoir des morts, y compris des journalistes qui ont été tués par Israël après le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Et que ce cessez-le-feu va cesser bientôt, justement. Et que si jamais, dans quelques jours, je crois, et après ces 60 jours, et ça veut dire que les combats risquent de reprendre. Donc effectivement, on est en plein dans cette guerre qui continue. Je veux dire. Et que ce serait bien d'arrêter de relayer le narratif israélien oui, les Israéliens sont intervenus pour faire respecter le cessez-le-feu. Oui. À un moment, ça devient un peu antinomique. Oui. Des fois, on est déconnecté. Non, mais ça me semble incroyable. Bon, en tout cas, le soutien à la presse libre en général, à Orient 21, et c'est absolument essentiel parce que tout ça demande des fonds, pour nous également, mais tout ce travail de presse libre demande des fonds. Et je pense que les gens, ils le peuvent. Je veux dire, c'est bon, voilà, c'est pas. Et surtout, pour nous, c'est très important de rester en libre accès. Parce que justement, en fait, on ne veut pas que seules les personnes qui ont les moyens, de payer aient accès à cette information. Nous estimons un média d'utilité public, donc on veut que tout le monde puisse être lu, y compris pas en France et pas en Europe, c'est-à-dire que dans le monde arabe, en fait, que ce soit des francophones ou des arabophones, c'est plus difficile d'avoir accès à des comptes en devises, à des cartes Visa, etc. Donc en fait, même si on a les moyens, on ne peut pas payer. Donc nous, on aimerait bien que tout le monde, les étudiants, les chômeurs, les précaires, puissent lire le contenu d'Orient 21. Donc en tout cas, dans le chat, il y en a plein qui ne te connaissaient pas et qui ont dit c'est qui qui avait l'air. Exact. Et qui apprécient beaucoup. Vous avez de nouveaux adhérents là ce soir. Tout à fait. Merci beaucoup, Sarah. Et puis tu reviens quand tu veux. Merci, Sarah. Merci.